Passez-moi un papier. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Soyez le bienvenu. On va régler le chrono sur 20 minutes avec une Alors égalité vous venez manifester avec moi le 5 mai, monsieur Attali. du temps de parole. C'est à vous, Jacques Attali, si vous le souhaitez, d'interpeller Jean-Luc Mélenchon. Mais quand vous m'avez invité, proposé de venir, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir parce que j'ai beaucoup d'intérêt, et vraiment je parle très franchement, pour votre pensée, pour votre action et pour la vision du monde que vous avez. Et donc je voudrais qu'on ait un débat sérieux et serein sur vos idées. On en a déjà eu une fois. Si vous êtes sérieux et serein, ça ira. Voilà. Et ça m'avait beaucoup intéressé le débat que nous avions eu sur la dette. Oui, on a eu un débat tous les deux sur assez la dette, long. Hein. sur la dette publique. Vous aviez d'ailleurs validé une de mes thèses. Absolument. Je me souviens. Tout arrive, tout arrive. Non, mais pas tout arrive. Mais c'est que nous discutions avec Attali de la question. Il y avait différentes hypothèses sur la table. Et je dis à Attali, mais si moi je prends, monsieur Attali, pardon. Merci. Je dis à monsieur Attali, qui ne m'a encore rien demandé, C'est mais l'habitude d'apprendre, je dis, est-ce que si je fais la menace, est-ce que l'emprunteur n'a pas un pouvoir comparable et parallèle à celui du prêteur? Et monsieur Attali me dit, nous allons en parler. c'est risqué, mais c'est vrai. Nous allons en parler. Allez-y. Ce qui m'intéresse, c'est deux sujets. Je voudrais qu'on parle tout à l'heure vraiment sérieusement de l'emploi, sur un point précis, une réforme précise que je voudrais vous voir combattre ou approuver. Je suis curieux de votre point de vue. Il n'y a pas de malice dans mon idée. Et puis je voudrais qu'on parle de votre vision du monde et de la façon dont votre vision du monde peut se traduire dans la réalité française. Et il faut que ce soit clair entre nous. Sur votre vision du monde, elle est la mienne, à peu près entièrement. Un monde pacifique, sans armes, avec les gens qui prennent la retraite très tôt, avec une croissance forte, un monde écologique, un monde... tout à l'heure, ce que vous avez dit m'a beaucoup intéressé, peut-être parce que je le dis moi-même aussi depuis longtemps, c'est l'importance de la mer comme absolument déterminante. Les grandes puissances... Aidez-moi, parce que alors, pour faire entrer ce thème-là dans le débat public... Je le dis, je l'écris depuis de longues années, les ports, c'est la clé. Seuls les pays qui ont eu des ports ont été les grandes puissances. C'est en fait anthropologique, monsieur Attali. Je n'ai pas... L'humanité est sortie d'Afrique, elle a occupé tous les territoires, et maintenant elle va entrer en mer. C'est en fait conduit par la réalité humaine elle-même. C'est plus que cela. Et, si on prend l'histoire de quelque chose que vous n'aimez peut-être pas trop, c'est-à-dire le capitalisme... Et les larmes des Français, comme disait quelqu'un, ont le goût de l'eau de mer. Parce que souvent nous avons déserté la mer, ce qui est bien bête. Pardon, excusez-moi. Le capitalisme, que vous n'aimez pas trop, mais qui a commencé comme une libération, comme le dit Marx à l'égard du féodalisme, a commencé dans les ports. Et ce sont les ports qui ont été les grandes villes, Venise, a commencé Anvers. Par l'accumulation du gars qui avait des sous pour envoyer un bateau chercher des épices. Exactement. Et c'est d'ailleurs là qu'a commencé aussi la banque, qui était nécessaire. Brodel, alors. Qui était nécessaire. On Merci, c'est aussi mon maître, et je suis ravi que vous le citiez. Oui. C'est là qu'a commencé aussi la banque, qui à ce moment-là était nécessaire. Absolument. Parce qu'il fallait bien financer les bateaux. Donc, sur notre vision, sur votre vision du monde, je dis notre vision, je n'ai pas d'obstacle, j'ai la même. Le même idéal. Moi, je pense que cet idéal n'est pas accessible à l'échelle nationale. Et c'est là-dessus que je voudrais vous aborder. Je pense qu'il n'est pas accessible à l'échelle nationale. Je pense qu'on a peut-être une chance d'y arriver à l'échelle européenne, et je pense que le vrai horizon pour y arriver est planétaire. C'est pour ça que, d'ailleurs, rejoignant Marx à la différence de Lénine, mais ne soyons pas pédants ce soir, qui pensait que le socialisme n'avait d'avenir que mondial, à la place d'un capitalisme qui serait devenu mondial, et surtout pas dans un seul pays. Il s'est beaucoup battu dans les derniers mois et jours de sa vie sur ceux qui ont tenté en Russie le socialisme dans un seul pays, ça a été une thèse de très peu de monde, vous savez. Ça a été simplement la thèse de l'Union soviétique et de la moitié de l'humanité. Oui. Ouais, voilà. Bon, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que mon interprétation... Ça n'a pas marché d'ailleurs. Voilà. Mon interprétation, et j'aimerais bien vraiment que ce soit une conversation de fond avec vous sur ce sujet, c'est que vos propositions conduisent inévitablement. Et c'est pas votre désir, je ne vous fais pas de procès. Allez-y. Je sais que vous êtes un démocrate, que vous êtes un homme sincère et votre vie plaide pour vous et votre grande réussite comme ministre plaide dans ce sens. Mais je pense sincèrement que les propositions que vous faites conduisent inévitablement à une fermeture de la France sur elle-même et à un déclin de la France. Non. Laissez-moi vous donner... Attendez, laissez-le terminer. C'est une thèse très forte et intéressante. Laissez-moi vous donner 3 exemples. Ah, 3 exemples. Rapidement, je vais être très rapide parce que je voudrais vraiment que vous répondiez. Des choses dont vous avez déjà parlé, ici. Premièrement, le fait de laisser la Banque centrale imprimer des billets et financer directement. Revenir sur la loi de 73. On ne peut pas le faire à l'échelle nationale, ou alors il faut sortir de l'euro. Première question, voulez-vous sortir de l'euro? Je ne crois pas, puisque ce n'était pas votre avis. Je pourrais vous suggérer des moyens plus voyous. Je vous signale la machine à imprimer est en France. Oui, mais enfin, justement, on va venir sur les moyens voyous qui... Mais on peut faire plus souple. Oui. Si on veut le faire sans devenir des gangsters qui volent la machine qui ne nous appartient pas, on est obligé de le faire soit en quittant l'euro, soit, ce qui n'est pas votre thèse, vous allez me le confirmer, soit en changeant les traités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'échelle des 27. Ce qui est d'ailleurs assez
assez ironique, parce qu'ils font l'effet 27, vous l'avez raison, mais en fait, la monnaie ne s'applique qu'à 17. Donc, il faut 27. Donc, imaginez-vous, pour changer le statut de la Banque centrale, il faut l'accord de la Grande-Bretagne. Évidemment, vous le savez, parce que vous le savez. Pas dans la zone euro, Peut-être la réponse de Jean-Luc Mélenchon sur savez, cet ça n'aura exemple-là. Il y a beaucoup de cas concrets, là. Vous le savez, ça n'aura pas lieu. Donc, Parce que lui, il ça n'aura dit, pas- si je parle dru et que je parle cru, ça marchera. Oui, mais permettez à quelqu'un qui a pendant longtemps été dans ces négociations de vous dire qu'en effet, on peut l'obtenir. Moi, j'ai souvent appliqué avec succès la stratégie du fait accompli dans les négociations internationales. Mais ça prend du temps. Pour changer cela, honnêtement, je ne suis pas contre qu'on aille dans Attendez, cette- monsieur Ça prendra Attali. au moins 5 ans On ou va- 10 ans. Attendez, Votre il faut réponse. qu'on prenne les deux cas, parce que le premier est une question de géopolitique, et je pense que la géopolitique commande la politique, comme vous, je crois. On va le mettre de côté. Vous êtes sur le cas de la Banque Centrale Européenne et de la façon de modifier les traités. Exactement. Là, il y a d'abord le réel, pas les calculs que vous et moi on fait à froid. Le réel, c'est que nous sommes au bord du gouffre, que la crise est gérée n'importe comment, y compris du point de vue des règles de ceux qui croient à ce système. Je suis d'accord avec cela. Réglé n'importe comment. Ils ne voulaient pas prêter d'argent par la Banque centrale à l'État grec, parce que toutes les raisons que vous connaissez. Au passage, le gouvernement allemand, nous viendrons tout à l'heure sur la géopolitique, parce que vous êtes l'interlocuteur pour ça. Le gouvernement allemand a mis bien la pression, comme il y avait surtout des banques françaises d'engager jusque-là, c'était à tous les coups l'on gagne. Le gouvernement allemand a bien mis la pression et on a dépecé vive la Grèce. Nous sommes Vous en d'accord êtes là-dessus, d'accord. mais revenons à ma question. Oui, mais vous allez voir. Il ne voulait donc toujours pas prêter. Résultat, on a dit on va racheter les titres de dette sur le marché secondaire. Et on va demander à ceux qui ont des titres de dette d'accepter de renoncer à une partie d'entre elles. Parmi eux, il y avait les banques chypriotes. En effet. Lesquelles banques chypriotes se sont écroulées, vu qu'une partie de leur bilan était dorénavant sans objet. Pourquoi je dis tout ça a été géré, excusez-moi de cette longueur, mais c'est pour montrer que c'est géré en dépit du bon sens. Nous ne sommes pas dans un calcul froid entre gens. Non, nous avons affaire à des gens nous sommes dont la d'accord. cupidité et la sauvagerie fait qu'ils pensent qu'ils vont s'en emparer. Et Mais voilà comment on fait aujourd'hui? C'est ce que vous Attendez. demande Jacques Attali. Mais oui, mais ces gens-là vont envoyer eux-mêmes le système au tapis. Donc, monsieur Attali, demain matin, supposez je suis le Premier ministre. Aussitôt, toute une série de gens vont commencer à s'agiter. Mais qui est le premier menacé? C'est le système dans son ensemble. Ah, justement, c'est là-dessus que je voudrais... Donc la discussion que j'aurai avec mes collègues des autres gouvernements, si c'est moi qui dirige le gouvernement, mais ça peut être quelqu'un d'autre, tout à fait facilement, il aura une situation où il s'agira de sauver la zone euro une nouvelle fois. Et à ce moment-là, nous pourrons, nous les Français, dire on la sauvera à nos conditions. Et si ce ne sont pas nos conditions, il n'y a plus de zone euro. Or, monsieur Attali, vous savez comme moi, qu'il ne peut pas ne pas y avoir de zone euro, parce que ça serait une catastrophe mondiale. Alors. Pour la raison que l'euro est la première masse monétaire du monde, que l'Europe est le premier producteur, le premier commerçant du monde. On ne peut rien faire sans nous, et l'Europe ne peut rien faire sans les Français. Si Alors, vous Jacques renoncez Attali. à la puissance de la France, vous renoncez à tout. C'est pas la peine de discuter. Jacques Attali. Attali, monsieur Attali, écoutez-moi. Je voudrais pouvoir répondre à ce que vous dites. Laissez-le mais, vous répondre, laissez-le vous répondre. C'est moi qui réponds et vous qui m'interpellez. Vous n'avez pas Oui, compris mais la règle du jeu, là. Je n'ai peut-être Bon. pas compris. L'exemple- Là, attendez, il vous Laissez-moi répond quand même là-dessus. Il vous répondre. répond là-dessus. Mais Qu'on je se vous perd laisse pas en donner route. juste un Non, petit vous avez, exemple. votre argumentation est cohérente Bon. et je suis peut-être limité intellectuellement, mais je l'ai comprise. Votre argumentation... Ah bon, vous avez des problèmes habituellement? Oui, en effet. Petit secret. Votre argumentation consiste à dire on peut s'arrêter de payer, vous l'avez dit à plusieurs reprises, on peut s'arrêter de payer et les gens terrorisés par cela vont venir à Là, vous la table de caricaturez négociation. un peu, hein. Peut-être, mais enfin, c'est un petit peu ce que vous avez dit. Si nous arrêtons de payer notre dette, J'ai pas dit ça, hein. si nous menaçons d'arrêter de payer notre dette, d'abord, il faut se souvenir que à peu près la moitié de la dette de l'État français est détenue par des Français. Donc, on devra menacer aussi les épargnants français. Donc, monsieur Attali, faisons une pause. Non, le contenu laissez-moi de la aller au dette bout- doit non, être... non, pardonnez-moi, mais laissez-moi aller au bout de ma caricature et phrase. puis vous parlez. Laissez-moi aller au Il bout de ma termine phrase. Le contenu de la termine. dette doit être examiné. Je suis Laissez-moi aller au bout de partisan la- d'un audit citoyen Il de la dette. termine Il et est vous très clair. répondez. Je ne Allez-y. proposerai pas de ne pas rembourser Jacques mes Attali. compatriotes. Tout le monde Il le termine. sait, la moitié de la dette appartient à des Français, l'autre moitié appartient à des Européens et à des non-Européens. Voilà la Vous réalité. avez vu comment a fait l'Islande, hein? Alors, l'Islande, c'est un cas Ah oui. légèrement plus petit que celui de la France, qui serait légèrement plus systémique. Tout le pour la monde sera France. perdu sur l'Islande, on reste sur la France. Si nous décidions de cela, il faut, pour qu'une menace ait du sens, il faut qu'elle soit crédible. Quand le scorpion menace de piquer la tortue
La grenouille. Peu importe, la grenouille ou la tortue. L'histoire se raconte des deux façons. Non, parce que piquer une tortue, ça sert à rien, il y a une carapace dessus. On peut piquer une tortue. Et moi, j'ai un art du rapport de force. On peut piquer une tortue à la tête, et c'est comme ça qu'elle meurt. Ah. C'est comme ça que l'histoire se raconte en Afrique, permettez-moi de vous le rappeler. Mais non, c'est la grenouille, pardon. Bon, allez-y, allez-y. Une nouvelle controverse en perspective, J'espère celle-là, on avoir va une la conversation refermer. sérieuse. Voulez-vous qu'on y revienne? Très bien. Si la France menace de ne pas payer, Mais c'est pas ma il position. faut que la France soit crédible. On ne peut pas faire une menace qui n'est pas crédible. Or, menacer de ne pas payer, je peux me permettre de vous dire que si vous, Premier ministre, ce que j'espère pour vous arriver un jour, la réaction de ceux qui entendront ça sera un immense éclat de rire. Parce que Ils riront pas longtemps, hein. Ce n'est pas crédible, Monsieur Mélenchon. Ce n'est pas crédible. C'est tout simplement incrédible parce que vous ne pouvez pas le faire. Or, une menace qui ne peut pas être exécutée n'est pas crédible. Pourquoi elle ne peut pas être exécutée? Parce que quelle est la première victime? C'est pour ça que j'ai pris la métaphore du scorpion et de la tortue. C'est que si on le fait, la première victime, immédiatement, c'est la France. Bien avant les autres. Bien avant les autres. Pourquoi? Ben, parce que immédiatement... Mais c'est la même chose que tout à l'heure, parce qu'on ne vous qu'on prêtera pas et on dans le cadre. C'est simplement une vérité. On Mais ne est-ce nous que vous prêtera pouvez- pas. mais Et donc, nos taux d'intérêt augmentera et on sera mort. Écoutez, Absolument oui, mais mort. non. Donc, tant qu'on a une On a dette... dit ça aux Argentins aussi. Ben, vous savez où ils ont été, les Argentins? Ils ont été à 30 ans de faillite. Ils sont passés par 3 dictatures. Merci beaucoup. C'est exactement mon raisonnement. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est exactement le Mais raisonnement. non, monsieur Alors, Attali, Jean-Luc Mélenchon vous répond. Non, monsieur Attali. C'est exactement vous le êtes en raisonnement. train de Il vous raconter répond. une histoire. D'abord, vous répondez une caricature et après, vous inventez une histoire. Il n'y a pas eu de dictature à la suite de la dette. C'est monsieur Nestor Kirchner. Il n'y a pas eu de dictature. Oui, moi, je vous parle de celle-là, qui a décidé, devant tous les économistes qui prétendaient qu'il fallait payer, qui a dit je ne paye plus. Et monsieur Langlais, qui est là, comme tout le monde le sait, comme moi, cette dette ne sera jamais remboursée, monsieur Attali. Osez dire le contraire devant les spectateurs. À aucun moment, pardon, maintenant c'est l'émission où je suis l'invité, je voudrais pouvoir développer ma thèse. Cette dette ne sera jamais payée. À aucun moment, jamais dans Donc pas aux l'histoire, Français non des plus. dettes de cette ampleur Pas n'ont aux été Français non payées. plus. De la même manière que jamais les États-Unis d'Amérique ne solderont la masse de dollars qu'ils ont mis en circulation et qui ne correspondent à aucune valeur matérielle. Par conséquent, le monde entier est menacé par ce fait-là, Absolument. à l'intérieur duquel se pense la politique des Français et la politique de l'Europe. Cette dette ne sera jamais payée. Monsieur, plus on essaye de payer cette dette et moins on y arrivera. Ce qui parce veut la dire que dette vous se allez développe. ruiner tous ceux qui ont prêté à Mais non, l'État, mais y compris écoutez-moi, les monsieur Français. Attali, La moitié des Monsieur Français. Attali, je ne veux pas, n'offensez pas votre propre intelligence. Nous mais parlons je voulais que d'histoire. vous me disiez, Monsieur Attali, écoutez-moi. Nous parlons de l'histoire. De quelle manière peut-on solder une dette de cette importance? Par la croissance, par la guerre, par l'inflation. Voilà. Voilà les trois façons. Et vous oubliez un cas. C'est curieux, vous ne l'avez pas prévu. Rembourser en faisant une politique d'austérité. C'est ce qu'ils font. Non. Eh bien, même monsieur Langlais, qui n'est pas spécialement un ami, dit... Rembourser, c'est par la politique, hein. croissance. C'est quand j'ai parlé de la Non, croissance. mais je vais vous lire du rembourser. Langlais, parce que comme ça, au moins, la soirée aura son sens. Voici ce que dit monsieur Langlais. Bon sang de bois, tu paries que je la C'est trouve votre pas. réponse que je voulais, monsieur. Il dit, alors que ces dettes sont bien trop lourdes pour être jamais remboursées, c'est un gauchiste ce Langlais, si la crise dure, c'est parce que nous refusons d'admettre cette évidence. Et vous, Jacques Attali, vous le savez comme moi. Il y a donc 4 manières d'en sortir. Une qui est la mauvaise, c'est celle qu'on applique. Qu'est-ce qui reste? La guerre. Ni vous ni moi ne la souhaitons. Qu'est-ce qui nous reste? L'inflation. C'est l'inflation qui m'intéresse. Alors, voyons. Très bien, l'inflation, c'est une solution. Et puisque vous avez Vous cité... préférez l'inflation ou la mort? Je C'est- préfère l'inflation. Parfait. C'est... Alors Jacques Attali vous Quelle répond. inflation? Allez-y, Maintenant, Jacques vous avez Attali. chiffré cette inflation. Laissez-moi- Prenez le total des dettes européennes, les monétiser par la Banque Centrale Européenne, combien d'inflation? C'est là ce que je voulais... 4 à c'est 5 là points. où je C'est ce que voulais... me dit le professeur Jacques Généreux Jacques Attali et la vous répond. Commission économique du Front de Gauche. C'est Me là dit où je voulais ça vous représente emmener. 4 à 5 points. C'est là où je Eh voulais bien, vous emmener. vive les 4 à 5 points et rendez-nous notre boulot. Permettez-nous de vivre. Arrêtez de nous faire payer une dette que personne ne remboursera. Alors, Mélenchon. jamais. Possible ou impossible, Jacques Attali? Vous avez cité M. Langlais, j'ai moi-même beaucoup écrit sur cette question, et je pense, et je J'ai l'ai raison ou écrit... j'ai tort? Vous avez raison à l'échelle européenne, Voilà. pas à l'échelle nationale. Et vous êtes en charge d'un parti qui veut prendre le pouvoir en France. Et moi, je vous dis, si vous faites ça en France, vous condamnez la France à sortir de l'euro. Ça ne marchera pas. Si on veut, Parce que vous ne croyez ça pas à la puissance ça de ne Laissez-le l'euro. marchera Laissez-le pas. répondre. Moi, je suis aussi favorable à un peu plus d'inflation. Mais il faut avoir conscience de ce que ça signifie. J'espère que tout le monde qui nous écoute voit ça. Attali est en train d'expliquer plus l'anglais que j'ai pas tort sur tout.
Mais Hein monsieur Ouais, non, mais pendant des mois, on Monsieur m'a dit Mélenchon, vous la pourriez- politique du front de gauche est irresponsable. Mais et là, je m'en vous vais faire êtes- une manifestation le 5 mai contre l'austérité et tout le monde me jette des pierres. Monsieur Mélenchon, est-ce que je peux Ce me sont les terminer gens qui viendront mais le est-ce 5 que je contre peux- l'austérité qui auront raison, Il n'y a ou pas bien de ceux Pierre qui leur disent de ici, payer il les n'y a pas de dettes. Pierre ici, il y a Monsieur Jacques Attali Mélenchon, qui vous répond. Je sais bien, mais c'est une image. Alors écoutez, arrêtez de Votre bondir à chaque politique mot, on peut plus n'a de parler, un peu de sens poésie de temps à autre. qu'à l'échelle au moins européenne, C'est pas des sinon fleurs qu'on m'a mondiale. jeté, hein, Pujadas. Monsieur Pujadas. Monsieur Pujadas. Moi aussi, après tout, Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que votre Vous politique... devenez chatouilleux, moi Oui, aussi, vous voyez, Pujadas. c'est contagieux. C'est l'anglais qui vous a C'est donné la mauvaise contagieux. habitude. Et Pardon, Jacques Attali. monsieur Attali. Je vais vous laisser Allez-y, entre vous. allez-y. Allez-y parce que l'heure tourne. Votre politique n'a, à mon avis, pas de possibilité de s'appliquer à l'échelle nationale. Elle a une possibilité, laissez-moi aller au bout de ma D'accord, phrase. oui, oui. À l'échelle Vous européenne, l'avez déjà dit. pourquoi pas? À l'échelle européenne, pourquoi pas? Et si je peux me permettre de me citer Donc moi-même, la question, c'est comment on s'y je prend l'ai pour y écrit arriver. de nombreuses reprises, tout en sachant que l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Non, non, laissez tomber L'inflation, non mais laissez tomber ça, c'est pas une phrase, ça, c'est pas un argument. Si, c'est une phrase. Non, mais c'est pas un argument. Si nous sommes des hommes Développez, de raison, développez, c'est Jacques pas un Attali. argument. Jacques Attali. L'inflation est C'est un le- impôt c'est- sur les pauvres. Si Il l'inflation vous répond, permet à quelqu'un d'avoir du boulot, vous allez me dire que c'est un impôt sur les pauvres. Bien sûr que c'est un impôt sur les pauvres, c'est Bon, un impôt bon, sur bon, l'épargne bon. des pauvres, c'est un Eh impôt sur les ben, tant retraites qu'on des vit, pauvres. c'est bon, il y a de l'espoir. C'est un impôt sur les retraites des pauvres, c'est un impôt sur toutes les Parce qu'en ce patrimoines moment, les pauvres. retraites des pauvres, Non, ça va, quoi. Je ne dis pas que ça va. Ah, ben voilà. Je dis que ça serait pire. Mais je Eh ben, me- le retraité Non, non, qui a s'il son vous plaît. gosse ou son fils ou son petit-fils qui a du boulot, il n'a pas besoin de prendre sur sa toute petite retraite pour lui donner un morceau. Donc sa situation s'améliore, même s'il y a de l'inflation. Maintenant, laissez-le parler Et plus en de plus, si vous avez une dette, 15 c'est génial. secondes, s'il vous plaît, Si Jean-Luc vous- Mélenchon. C'est Allez-y. pour ça que je pense que l'inflation est bonne pour les jeunes et mauvaise pour les personnes au-dessus de 40 ans parce qu'eux ont une épargne. Dès que vous avez une épargne, l'inflation est mauvaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société occidentale en général, qui est une société qui a vieilli, le pouvoir a été pris par les seniors, plus de 40 ans. Et c'est pour ça que l'inflation est impossible Allemand. aujourd'hui. Pas seulement allemand, mondialement. Et au Japon en particulier. Mondialement, le pouvoir a été pris Depuis tout à l'heure, nous par... savons que les Jacques Japonais Attali. sont des Japonais. Les alors, Japonais venez sont pas dans me une parler de situation Japonais. particulière parce qu'ils sont isolés, c'est un monde totalement Jacques Attali, différent. impossible, mais souhaitable, d'après vous, À cette l'échelle politique de européenne, l'inflation? c'est une politique tout à fait Alors, comment on s'y possible. Et, alors, on J'ai s'y prend compris, comment mais attendez, c'est pas vous à qui on pose la question, c'est à Non, moi. non, 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 non. Vous avez donné Ah, votre pardon. version. On Non, parle j'ai pas dru, fini on parce parle que cru. Monsieur Attali m'a donné raison sur la première partie, il a je dit vous c'est ai- jouable. J'ai dit c'est jouable seulement le à l'échelle principe. européenne, Sur le pas principe. à l'échelle nationale. Nous sommes Et je d'accord. pourrais décliner sur chacun des points de votre politique qui ne sont pas jouables à l'échelle Attendez, nationale. Monsieur Attali, je vous donne acte d'un point. Moi, je pense qu'il y a toujours de la réserve et qu'en particulier, écoutez bien ça, l'État-nation est un outil pour parvenir aux objectifs européens. Vous ne le croyez pas. Sur ce premier point, vous me dites, ce que vous dites, Monsieur Mélenchon, est jouable à échelle européenne. Bien. Comment fait-on à échelle européenne pour y parvenir? J'ai évoqué tout à l'heure un cas extrême, la menace absolue. Mais vous savez, Monsieur C'est une Attali, menace suicidaire, donc elle n'est pas crédible. et alors, Monsieur Attali, vous devez dire la même chose de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire n'est pas crédible en tant qu'arme autre que suicidaire, C'est une évidemment. arme posthume. C'est Mais une elle fait arme réfléchir suicidaire. tous ceux qui voudraient nous agresser. C'est une arme suicidaire, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée. Non, c'est parce que les autres n'attaquent pas. Ou parce qu'on ne craint pas qu'ils nous Non, attaquent. Monsieur Attali, On la n'est pas vérité, dans la même vous situation. voyez, c'est la différence que vous évoquiez tout à l'heure entre la tortue qui a une carapace et la grenouille. Voyez-vous, c'est ce qui fait que vous ne comprenez pas les rapports de force comme En moi. effet, je ne Maintenant, comprends je viens pas. au fond. Monsieur Attali, disons ce soir quelque chose qui doit être entendu, sinon on aura parlé pour ne rien dire. Et je pense qu'on va peut-être se retrouver sur ce point. Le gouvernement allemand, CDU-CSU de droite, a une ligne stratégique de puissance. Je vais prendre une hypothèse extrême. Comme elle est extrême, elle nous permettra ensuite de déduire des nuances. Supposez que les Allemands aient résolu de reconstituer une sorte de zone marque rebaptisée Eurofort. Et que pour y parvenir, ils aient décidé d'en expulser toute l'Europe du Sud. C'est un scénario crédible. Scénario crédible. Supposons qu'ils aient décidé ça et observons que, curieusement, la crise finale est intervenue dans tous les pays de l'Europe du Sud. Portugal, Espagne, Italie, France est en cours de route, Grèce. Et maintenant, voici la Slovénie, un après l'autre. L'Europe du Sud est en quelque sorte poussée dehors. L'Europe du Sud est poussée dehors et les Français renoncent à jouer leur rôle, en quelque sorte, de locomotive de cette Europe du Sud. En particulier en prenant appui sur la relation privilégiée qu'elle a avec le Maghreb, à qui elle est liée par des liens du sang et des milliers de personnes, et une mer commune, un espace écologique à exploiter en commun. J'irai Les plus Français loin. ne le font pas. J'irai plus loin en disant la francophonie qui pour moi est le vrai grand marché Bien. et la vraie grande puissance Voilà. de la France. Donc nous ne manquons pas d'armes dans le rapport de force. Absolument. Encore faut-il accepter l'idée du rapport de force.
Et depuis ce matin, je ne suis plus seul à parler comme ça, puisque Claude Barthelone dit il faut que ce soit une confrontation. Il ne parle pas d'une guerre avec les Allemands. Il parle du fait qu'on parle cru et dru. Et on leur dit maintenant, ça suffit, on ne va pas faire pour toute l'Europe la politique qui convient aux retraités allemands qui ont besoin de retraite par capitalisation, c'est-à-dire de cours de bourse élevés et d'un euro fort. Vous en êtes d'accord, monsieur Attali? On a compris Vous en votre êtes philosophie. d'accord, je le sais. On ne peut pas dire... Monsieur Attali, monsieur Pujadas, le pire en politique, c'est pas la réelle politique, c'est l'irréelle politique. C'est considérer qu'on a en face de soi des gens qui, ma foi, sont mus par des principes de votre abstraits. raisonnement. On a Les compris votre Allemands philosophie. mènent leurs affaires. À nous de mener les Jacques nôtres avec vigueur. Attali vous répond et il conclut. Est-ce que cette Mais philosophie... dites donc, il répond pas, c'est lui qui pose des questions. Oui, mais regardez, on arrive au terme de ce débat. Ah, vous avez allez-y, largement monsieur plus parlé que lui. Non, mais c'est ce merci que montre d'être la venu comptabilité. déjà, parce que des Alors il vous socialistes qui répond. acceptent de parler avec moi, il n'y en a pas tant que ça. Vous dites si c'est Vous êtes un crédible drôle de et vous dites socialiste, quelle est quand même, votre vous, hein. hypothèse à vous, Travaillez Jacques pour Attali, Sarkozy pour y aussi, arriver. non ? Pour moi, c'est tout le raisonnement de M. Mélenchon sur tous les sujets, et je l'ai dit, intéressant dans la finalité de long terme, et l'engrenage de la mise en œuvre de sa politique, c'est ou un moment de basculer dans la social-démocratie traditionnelle parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou un engrenage de fermeture des frontières. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être une J'ai fois... parlé de protectionnisme solidaire. Oui, solidaire, mais solidaire de qui? Négocié. Avec qui? Par exemple, on va voir les Chinois. Alors, est-ce que c'est toute l'Europe ou seulement la France? Ça ne peut pas être seulement la France, ou il faut sortir de l'Union européenne, parce que comme vous bien le sûr. savez... Mais les autres y suivent, vous savez, quand on fait quelque chose. Ben, bien sûr, ben, évidemment. On ne Jacques suit pas les Attali. Allemands aujourd'hui, Ils nous ils suivent. suivront les Français. Oui, Jacques- mais ça, c'est des mots en l'air. Jacques Ah non, Attali, ça, c'est pas des est-ce qu'on mots, peut ça. connaître votre méthode à vous, si vous en avez une, Oui. pour tenter d'y arriver? Puisque vous avez des objectifs communs. Je pense qu'il faut discuter très sévèrement avec les Allemands et proposer aux Allemands un plan très cohérent qui soit, se doter au niveau de l'eurozone d'un pouvoir fédéral ayant des moyens d'emprunter, et on peut emprunter 1500 milliards pour investir demain matin. Ça, on peut le proposer. Je pense que ça n'a pas de sens si on ne fait pas en même temps une avancée politique. Et pour ça, je propose de séparer le Parlement européen en deux, en disant il y a un Parlement à 27, il est à Bruxelles, il doit y avoir un Parlement à 17 qui, lui, Ça m'a pas l'air serait plus à rapide que Strasbourg. ma méthode, votre affaire. Hein. Mais On peut votre emprunter méthode... 14 000 milliards d'euros. non. Parce que c'est le PIB annuel de l'Europe. Non. 14 000 milliards. Oui, mais ça, c'est ce qu'on emprunte déjà par les nations. Vous ne pouvez pas le compter deux fois. Mais vous ne pouvez pas le compter deux fois. Mais attendez, c'est ce que les nations États-Unis empruntent. d'Amérique, combien de fois ont-ils gagé leur PIB, monsieur Attali? Exactement une fois, puisque la dette publique américaine, c'est 110% du PIB, donc pas une seule fois. Ben, c'est bien ce que je vous dis. Oui, mais nous, on l'a déjà fait au niveau des États. Mais non, mais vous n'y êtes pas. L'organisme qui s'appelle Union européenne doit 0 euro. Vous venez de répéter Donc une vous phrase. faites porter l'emprunt Vous- par l'Union vous européenne. venez de répéter Et une monsieur phrase que j'ai Attali, dit si je tout veux à trouver l'heure. l'argent, il me suffit d'aller prendre n'importe laquelle des banques françaises et de lui faire un emprunt forcé parce qu'elle emprunte à 0% à la Banque Centrale Un européenne. emprunt Et c'est pourquoi forcé. votre ami, monsieur le ministre Moscovici, n'a pas donné de licence bancaire à la banque d'investissement qu'ils viennent de créer. Parce que sinon, on pouvait emprunter autant qu'on voulait. Et à 1%, il ne l'a pas fait. Un dernier mot, Jacques Attali. Voilà. Il y aurait tellement d'autres J'espère que sujets. tout le monde suit tout ça, parce que c'est... Je voudrais simplement préciser que pour moi, tout ce qui a été dit est inapplicable, si ce n'est pas au moins à l'échelle européenne. Mais Merci. j'espère qu'on le fera à l'échelle européenne. Merci. Je vais Et y arriver, qu'à vous l'échelle inquiétez nationale, ça nous conduira à la Corée du Nord. Merci Jacques La Corée Attali du Nord, pour ce rien de débat mieux pour finir. de haute tenue. Oui, mais c'est terminé. Dans un quart d'heure, second débat. C'est l'ancien ministre UMP Benoît même, Fareux c'est- qui nous rejoindra. C'est pas bien, il s'en va, c'est Et la il Corée se du Nord. dit, lui, favorable. Oui, mais on a beaucoup parlé. On a été au fond Oui, du oui, débat, ça je crois. vous choque pas, hein. C'est pas violent, c'est correct, c'est courtois, c'est aimable. Le socialiste s'en va en me traitant d'homme qui prépare la Corée du Nord. Ils sont parfaitement face à face dans le studio de la rue Bayard. Donc, à ma droite, Éric Zemmour, auteur du Suicide français paru chez Albin Michel. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. À ma gauche, Jean-Luc Mélenchon, L'air du peuple, paru chez Fayard. Je montre les deux livres. Il y en a un petit mince et il y en a un gros épais. Alors écoutez, on va parler de diverses choses dont vous avez souhaité débattre et qui sont pour beaucoup dans vos deux livres, bien entendu. Donc ça fait débat. Mais je voudrais quand même vous poser une question d'actualité qui m'est venue en vous écoutant sur cette antenne, Éric Zemmour, hier, à propos de l'affaire de la crèche qui était installée au Conseil général de Vendée. Donc on a demandé au Conseil général de la retirer, qui fait appel. Donc pour le moment, elle va être réinstallée sans doute. Moi, j'aimerais bien que vous précisiez la chose. Mettre une crèche, demander de retirer la crèche du Conseil général de Vendée, pour vous, c'est clair, ça ouvre la voie à une invasion de l'islam d'une certaine façon. Non, pas du tout. C'est pas ça que j'ai Non, pas mal du compris. tout. Vous avez mal compris. Ce que Ah j'ai- oui oui. C'est simple en fait. C'est d'ailleurs, si on va parler d'immigration, j'ai apporté un Bien sûr, sondage on va en dont vous avez parlé sur l'antenne d'RTL et qui est très intéressant que je soumettrai à Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que
les gens de la pensée libre, des gens d'un laïcisme militant, on dira, qui ont fait enlever cette crèche, ne se rendent pas compte que, en fait, ils servent les intérêts d'un multiculturalisme effréné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas qu'il y a une culture chrétienne qui a fabriqué la France depuis 1500 ans. Non. Mais si. Les racines chrétiennes de la France, c'est une évidence, Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas une évidence. Non. Bon, écoutez, vous allez répondre. Donc, à partir de ce moment-là, où on abat les racines chrétiennes de la France, c'est pour imposer une espèce d'égalité factice, non pas juridique évidemment, puisque ça c'est évident, c'est l'égalité, mais une égalité culturelle, une égalité émotionnelle qui fait qu'on veut imposer un multiculturalisme généralisé. Et donc, avec l'islam comme culture française au même niveau, si j'ose dire, que la culture chrétienne. Encore une fois, je parle bien de culture et non pas de religion. Voilà. Bon, Jean-Luc Mélenchon, plus laïcard que vous, il n'y a pas. Donc le fait de mettre une crèche dans un conseil général, non, mais déjà, ça vous dérange, je conteste le thème de laïcard, monsieur. Je n'ai pas dit laïcard. Il y a la République laïque, une indivisible, je suis laïque. Plus laïque que vous. Bon, je vous dis pas journalard. Non, pas du tout. Pour décrire cette manie de tout ridiculiser. Non, c'est pas. J'appartiens à une tradition française majoritaire favorable à la laïcité de l'État, c'est-à-dire à la séparation des églises, toutes les églises et les institutions civiles de la République. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une mairie, et j'estime en effet en conseil général ou une mairie, c'eût été de même. C'est un lieu public, et les manifestations de la foi religieuses qui sont respectables dans le cadre privé, à l'église, ça se conçoit parfaitement et personne n'a rien à dire contre ça, ne sont pas acceptées dans les établissements publics. Je voudrais rappeler que la France s'est sortie de 3 siècles de guerre civile ouverte ou larvée parce que nous n'avons trouvé aucune solution au problème de la coexistence de catholiques et protestants qui se sont entremassacrés, les catholiques étant les plus nombreux massacrant le plus, et cette débauche de crimes a été d'ailleurs célébrée en place publique par le pape Jean-Paul II, qui est venu pour célébrer la messe le jour de l'anniversaire de la Saint-Barthélemy. Les gens comme moi ne l'oublient pas. Par conséquent, il faut se souvenir que nous avons gagné la paix civile. Nous avons gagné la paix civile grâce à la séparation des églises et de l'État. Et aujourd'hui, qu'il y a, voyez-vous les mêmes conséquences aujourd'hui qu'il y a la présence de religion de l'Église et de l'État. Bon, aujourd'hui qu'il y a, aujourd'hui qu'il y a, Henri IV, il n'a pas fait la séparation de l'Église et de l'État, Henri IV. Mais ça n'a pas été la paix civile. Provisoirement en tout cas. Je termine juste. Allez-y, terminez, Jean-Luc Mélenchon. Ce que vous voulez, quand vous voulez, Éric Zemmour, mais venons juste sur le moment. Oui. Au moment où des pratiques religieuses sont devenues si agressives et intrusives, quelles que soient les communautés, eh bien, il faut plus que jamais défendre la laïcité de l'État et se souvenir qu'en France, une extrême majorité de Français, bienveillants, tolérants pour la foi des autres, demandent que soit respectée la paix laïque de la République. Et notamment ceux qui n'ont pas de religion et ne se voient pas obligés de subir le spectacle et les manifestations et les ostentations publiques de faits religieux. Vous avez tout à fait raison sur ce dernier point. 2 choses simplement. Les crèches sont bien au-delà que du dogme religieux, c'est plutôt des traditions populaires qui ont plus de 1000 ans. Et deuxièmement, je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon quand la mairie de Paris célèbre dans l'hôtel de ville la fin du Ramadan. Là, j'aimerais bien que... mais c'est une erreur, mais je vous dis les choses très franchement. La religion de son côté, l'État et l'État civil du sien. Je n'étais pas. Vous pouvez pas réagir. Non, mais on me pose la question, je vous réponds. Je sais bien, de la même manière que je suis contre le fait que l'on subventionne les crèches religieuses, comme les crèches Lubavitch ou les crèches chrétiennes. Absolument d'accord avec vous. Les enfants, si les Lubavitch veulent faire des crèches, eh bien ils font des crèches, mais l'argent public n'a pas à participer. On est d'accord là-dessus. Alors oui, mais alors dans ce cas, on est d'accord aussi pour retirer la crèche de cet endroit et faire respecter une laïcité encore une fois. Oui ou non, vous êtes d'accord pour faire retirer la crèche du Conseil général de Vendée? Ça ne me gêne pas. Sauf que la célébration de la naissance d'un Dieu est un événement qui sachez quand même que, encore une fois, cette crèche est plus une tradition populaire
qu'un dogme religieux. Mais bien sûr l'Église ne s'est jamais battue pour cette crèche. Mais peu importe. Monsieur Zemmour, c'est là que vous ne connaissez pas votre histoire de France. Si, un petit peu. Voyez-vous, en 1950, l'Église a fait brûler sur le parvis de la cathédrale de Dijon, a fait brûler le Père Noël parce que c'était un personnage païen qui défaisait la tradition religieuse. Vous voyez. Alors, ça veut dire que si l'on excite un peu les religieux, ils n'ont pas de raison de ne pas aller au bout de leur dogme. Écoutez, par conséquent, les crèches n'ont rien à faire dans les lieux publics, pas plus que les autres événements religieux. C'est une tradition millénaire. Ce n'est pas un vrai. Non, ça ne peut pas être une tradition millénaire de mettre une crèche dans un conseil général, vu que ceci n'existe que depuis 2 siècles. Écoutez, non, ce n'est pas une tradition millénaire. Et s'il fallait reprendre toutes les traditions millénaires, nous pourrions reprendre celle de ce cher Saint-Louis, qui a obligé les Juifs à porter le premier signe d'appartenance au judaïsme. C'était une loi. Oui, de faire. Ah bah oui, mais justement, je ne mélange pas tout. Je fais le tri de ce qui peut permettre aux Français de vivre entre eux en paix. Donc la religion chez elle et l'État chez lui. C'est une règle simple. Je suis tout à fait et d'accord donc avec au ça. Conseil général de Vendée, on n'a rien à faire avec une crèche dans le hall, ni dans aucune église. Et de même que dans les tribunaux, il n'y a pas de raison qu'il y ait des crucifix. Mais c'est réglé depuis longtemps. Oui, mais par exemple en Allemagne, nos amis le demandent. Laissez parler Éric Zemmour, juste un mot, Éric Zemmour, sur cette question. Parce que je voudrais quand même qu'on parle plus largement de la question de l'immigration. Pardonnez-moi. Plus largement, qu'est-ce que l'immigration a à faire avec les crèches? Attendez. Pour le moment, rien, justement. Alors, venons-en à cette question. C'est un de vos grands chevaux de bataille, Éric Zemmour. Hein, vous en parlez très souvent. Est-ce que vous ne pensez pas être complètement obsessionnel sur cette question-là? Pas du tout. D'abord, je refuse qu'on me dise que je suis obsessionnel. La méthode de psychiatriser un désaccord politique, je la connais depuis Brejnev. Donc ça ne marche pas. Hein, donc ça, c'est une première chose. Deuxième. Si vous comparez votre collègue à Brejnev. Écoutez, en tout cas, je lui dis, parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Je ne suis pas obsessionnel. D'accord. Deuxièmement, ce n'est pas un cheval de bataille. Hein. Les gens en parlent tout le temps. Voilà. De l'immigration, c'est un sujet majeur pour les Français. Si Monsieur Mélenchon, vous allez pouvoir répondre. Et deuxièmement, je vais faire le lien entre la laïcité et l'immigration justement. Il y a eu, donc je parlais d'un sondage qui était paru sur RTL d'ailleurs, un sondage de l'Institut Sociovision, et qui demande, apparemment ça va dans le sens de Monsieur Mélenchon, une très grande discrétion religieuse, une application très stricte des lois de la laïcité, partout, non seulement au Conseil général, mais même dans les entreprises, partout dans tous les espaces publics. Donc vous voyez, les gens sont plutôt d'accord avec vous. Ça, c'est ce que veulent les Français. Exactement, à 80%. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, ce qui est très intéressant, parce que l'étude est assez fouillée, c'est que il y a une différence entre la majorité de la population, c'est à 80% qui demandent donc ça, et ils sont allés demander selon la croyance religieuse. Et on s'aperçoit que les chrétiens pensent exactement comme les 80% des Français. Oui. Voilà. Donc, vous voyez. C'est une vieille tradition chez les chrétiens. Mais oui, la laïcité est une invention du christianisme. Pour dire qu'il ne, non, c'est pas. Rendez César ce qui appartient à César. Attendez, juste pour vous dire un mot. Mais vous avez raison, on le sait bien. Mais non, vous supportez d'entendre. Au moment du débat sur la laïcité, Lamennais, qui représentait un courant chrétien, disait lui qu'il était d'accord pour la séparation des églises et de l'État parce qu'il voulait pas que le christianism soit la religion officielle de la France. Vous voyez, on est d'accord. Et il pense que la foi devait éclairer de l'intérieur et non pas depuis la loi. On est d'accord. Sauf que là-dessus on est d'accord. Vous êtes d'accord tant qu'il s'agit des chrétiens. Il continue, mais vous allez voir les chiffres. Moi, je les ai sous les yeux, je les ai apportés. On demande aux musulmans français ce qu'ils en pensent. Et ils répondent, près de la moitié souhaitent une société où chacun puisse s'exprimer publiquement son appartenance religieuse. 56% trouvent normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celles de la société. Et 60% des musulmans trouvent acceptable le port de signes religieux et la prière sur le lieu de travail. En fait, ça, c'est pas compatible avec la République. Ah non, c'est pas compatible avec la République. Non, ça n'a pas rien à voir. Attendez, on va regarder le détail de ce que Mais vous inquiétez pas, je l'ai lu. C'est très intéressant. En fait, c'est très intéressant parce que, en fait, quand les Français demandent plus de laïcité, ils se trompent sur les mots. Parce que la laïcité, Monsieur Mélenchon l'a très bien dit tout à l'heure, c'est uniquement la neutralité de l'État dans les espaces publics par rapport à la religion. C'est pas le comportement des gens, c'est pas la prière dans les lieux publics. En revanche, ce que les Français veulent sans le savoir, ils veulent l'assimilation. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Sans le savoir? Oui, sans le dire, sans employer le mot. Parce que ce qu'ils disent là, ça veut dire que les gens doivent s'assimiler, se comporter
comme les Français de souche et les immigrés plus lointains. C'est ça le grand problème entre l'islam. Attendez, monsieur Mélenchon, c'est ça le grand problème, mais je vais vous laisser entre du temps. l'islam et la société française. C'est que, et on va y revenir, d'une part, nos élites depuis 40 ans ont abandonné l'assimilation, oui, et que l'Europe nous pousse à l'abandonner, et que deuxièmement, nous avons de plus en plus de musulmans qui refusent eux aussi cette assimilation et qui veulent pratiquer leur religion comme l'islam a toujours été pratiqué, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu les règles de la laïcité. Bon, alors ça c'est le point de vue d'Éric Zemmour sur cette question-là. Il a eu le temps de développer. Vous allez développer juste après la pause de publicité, monsieur Mélenchon. Vous aurez du temps pour ça. Il est 19h27 sur RTL. Ça, Éric Zemmour dans RTL Soir. Avec Bernard Poirette. Jean-Luc Mélenchon qui publie L'Air du peuple chez Fayard. On verra tout à l'heure bien sûr pourquoi il a titré son livre ainsi, et Éric Zemmour, Le suicide français chez Albin Michel. Jean-Luc Mélenchon, c'est à vous donc à propos de cette étude à laquelle Éric Zemmour faisait allusion. Si on a bien compris, est-ce que vous avez compris comme moi, il semblerait que les populations immigrées, notamment musulmanes, dans notre pays, ne veulent pas s'assimiler. Bon, déjà, alors, commençons par prendre les choses dans l'ordre dans lequel elles se sont présentées dans notre discussion. Vous abordiez le thème de l'immigration, oui, et Éric Zemmour a répondu sur la question des musulmans. Parce qu'on a parlé de laïcité. Alors, non, mais c'est l'équation habituelle. Immigré égale musulman, musulman égale intégriste, et gens qui ne veulent pas s'assimiler. Ce n'est pas vrai. Il a cité une étude. Bon, alors c'est par sondage. Nous sommes obligés de regarder les biais des questions. Monsieur Zemmour, les yeux dans les yeux, est-ce qu'il est normal de suivre d'abord les règles de sa religion avant celles de la société? Non, la loi. Ah non, c'est pas ce qui est écrit. La loi de la société. Normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celles de la société. C'est la question des lois. Quelle est la non, mais vous venez de répondre les lois. Non. Ici, il y a les règles. La réponse est qu'il est juste, monsieur, vous ne pouvez pas forcer les consciences. Il est juste de respecter les règles de sa religion. Par exemple, sûr qu'il est juste. La loi reconnaît le droit à l'avortement. Eh bien, personne n'est obligé d'avorter. C'est une liberté. De la même manière, la loi ne prévoit pas que vous soyez obligé de partager avec quelqu'un d'autre qui n'a rien. Et vous suivez d'abord la loi du cœur. Par conséquent, il est normal que des gens qui sont croyants se réfèrent d'abord à la morale de leur croyance. Et vous pensez que l'assimilation va se faire avec le temps, naturellement? À partir de là, lorsque certaines pratiques liées à la foi contreviennent à la loi, il y a un délit, et à ce moment-là, on condamne le délinquant. Par exemple, certains peuvent penser que l'excision, qui est une pratique tribale qui n'a rien à voir avec l'islam, doit être appliquée. Ceux qui s'y risqueraient tomberaient sous le coup de la loi et seraient châtiés. Car dans ce domaine, c'est la loi qui a la prééminence sur le reste. Par conséquent, on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir agir selon ce que leur morale ou leur foi, personnellement j'agis suivant la morale stoïcienne, d'autres ça peut être la foi religieuse, catholique, juive ou autre. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne suis pas d'accord pour qu'on ne cesse de faire un lien entre immigrés et musulmans. Pour quelle raison? La première est parce que l'immigration n'est pas composée majoritairement de gens qui viennent du Maghreb. L'immigration majoritaire en France, monsieur Éric Zemmour, est composée d'Européens. Bah voyons. D'Européens. La communauté la plus nombreuse. Non, je ne date pas, ce sont les derniers chiffres. La communauté la plus nombreuse en France étrangère, ce sont les Portugais, loin devant les Algériens. Et quand bien même, parlerait-on de Maghrébins, que tous ne sont pas musulmans, et que quand bien même seraient-ils tous musulmans, que je ne vois pas où est le problème. La France est plus forte que tout. Sa loi républicaine mettant les individus à égalité permet. C'est une machine à fabriquer du citoyen, la France. Nous ne sommes pas en Allemagne. Ici, c'est pas dem Volk, le peuple. C'est pas quelque chose qui a à voir avec une référence millénaire, comme vous voulez transformer la France. La France est tout entière dans l'acte fondateur qu'est la grande révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Et voilà comment on fabrique sans cesse des Français. Avec Zemmour, vous ne pouvez pas parler tout le temps. C'était-vous avant. Alors arrêtez de dire monsieur tous les 2 secondes. Donc vous vous taisez, je parle, vous parlez, je me tais. Et comme c'est mon tour, je Bon, ce n'est pas fini et je veux terminer sur les chiffres que je suis en train de donner. Quoique ce ne soit pas une bataille de chiffres. Parce que fondamentalement, je méprise cette manière de montrer du doigt une partie des Français, monsieur Zemmour. La machine à fabriquer des Français continue à tourner à plein régime. Et comme nous serons obligés d'entretenir cette machine pour la raison que les flux migratoires dans le monde ne vont pas ralentir, ils vont continuer à cause du changement climatique, à cause des guerres, à cause
cause du nombre des êtres humains. Je vous le fais pas Il dire. faut donc faire tourner à plein rendement la machine à transformer en français tous ceux qui ne le sont pas, mais qui veulent vivre avec nous. Nous avons... Je vais arrêter sur cette phrase. Nous avons la machine pour faire la grande France. Ça s'appelle la République, liberté, égalité, fraternité. Voilà le contrat entre Peut-être la Français. 6e République, on va en parler dans un instant peut-être. Monsieur Un mot avant Mélenchon. de passer à la 6e. Très bien, Monsieur Mélenchon. Je vais vous raconter une Ne anecdote prenez qui va pas vous ce terme toucher. menaçant pour Pas moi. du tout menaçant, oh là là, Il est pas du tout, menaçant. pas du tout On le voit menaçant. d'ailleurs, à l'écran. Monsieur Mélenchon, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Bagnolet il y a une quinzaine de jours. Une mère de famille musulmane, voilée, racontait à une élue de Bagnolet ses altercations avec la directrice de l'école qui ne supportait pas que elle soit voilée comme ça et qu'elle veuille accompagner sa fille dans l'établissement scolaire. Et elle parle avec donc l'élu local et qui lui est... Et donc la mère de famille disait mais je suis française, c'est scandaleux de ne pas me faire ça, etc. Et l'élu local dit ça ne se voit pas que vous êtes française. Et l'autre s'énerve évidemment, et elle dit « parce que vous êtes voilée ». Cette dame s'appelle Karine Lombardo, elle est élue municipale Front de Gauche. Elle est maire adjointe à l'éducation. Je ne sais pas ce que vous Non, racontez. mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Oui, bien sûr. Pourquoi je vous raconte cette Pour tout histoire salir, tout rendre laid. Vous m'avez dit qu'on n'a pas le droit d'interrompre. Alors respectez Alors, votre vous propre n'avez pas le règle. droit de m'interrompre. Ah oui, effectivement. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, voyez, cette réaction de quelqu'un de chez vous, c'est la réaction de la France depuis 150 ans. C'est-à-dire que l'assimilation, ça veut dire devenir le même. Ça veut dire ne pas rester l'autre. Et quand on a une religion qui n'est pas seulement une foi, comme vous le prétendez, mais qui est aussi, tous les spécialistes le disent, un régime juridique, un État, une politique. L'islam n'est pas seulement une foi, ce n'est pas le catholicisme. Le judaïsme, il y en a aussi, des pages et des pages. Le judaïsme aussi. Le judaïsme aussi. Seulement le judaïsme, on l'a obligé à éradiquer, en tout cas en France, je vous rappelle pas Napoléon, 1807, etc., cette partie étatico-juridique. Ce qu'on n'a jamais fait pour l'islam. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui s'habillent. Mais oui, monsieur Mélenchon. Terminé. Pas du tout. Terminé. Pas Jamais du tout. on n'a Terminé. fait Pas les du juifs, tout. qu'est-ce que vous racontez? Mais si, bien sûr que si, On a 1800. mais enfin, c'est la République le qui a libéré salaire- les juifs, qu'est-ce mais que oui, vous racontez? elle a émancipé les juifs, mais rien aux juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. C'est Clermont-Tonnerre qui dit ça. Exactement. Et il avait 1000 fois Il raison. avait 10 000 fois raison. Bon, alors, bon, sauf qu'on l'a... Non, Vous non, on entendez ne dire que les continue communautés pas. ont des droits en Oui, France, on à ne part au dîner continue du pas. CRIF. On ne Il n'y a aucune continue pas, communauté qui monsieur se veut Mélenchon. s'arroger des Fermez droits. On le ne raisonnement. continue Fermez le pas. raisonnement, Éric Je Zemmour. ferme le raisonnement, c'est très simple. C'est qu'on a de plus en plus de Français qui ont l'impression de ne plus être en d'accord. France dans des quartiers qu'on vit Non. à la musulmane, qu'on vit à l'arabo-musulmane, Mais et que non. Messi, et que la règle à Rome fait comme les Romains n'est plus respectée, que vous le voulez ou non. La France, vous dites la République. Mais la République, ce n'est pas seulement le respect des lois. C'est aussi le respect d'un esprit. C'est aussi, il n'y a pas de peuple sans sociabilité et il n'y a pas de sociabilité sans ressemblance. Ok, Jean-Luc Mélenchon. Alors- Non, vous avez la parole dans une minute. On a la même problématique. Si vous voulez un peu de temps, il faut qu'on s'arrête maintenant et vous lui répondez juste après. je Il est réponds pas après la 19h38 pub, comme ça. sur RTL, juste après la Oui, il me pause. répond. RTL Soir. Avec Bernard Poirette. Il est 19h41, je vous rappelle Éric Zemmour, le suicide français, Albin Michel, Jean-Luc Mélenchon, l'air du peuple, Fayard, Monsieur Mélenchon, c'est à vous. La question étant de savoir si les populations immigrées dans ce pays, en tout cas les dernières arrivées qui sont majoritairement musulmanes, parce que les anciennes, elles ne l'étaient pas, les Portugais, les Polonais, les Italiens, ont une volonté réelle d'assimilation ou pas. Lui, il dit que non, Éric Zemmour, et vous? Mais je refuse de me situer dans cette problématique, elle est absurde. Des immigrés maghrébins, il y en a depuis les années 50. N'évoquez pas que les Portugais et les Italiens. Il y a des immigrés maghrébins de confession musulmane depuis toujours, qui ont une pratique de leur religion qui est différente suivant les périodes. Lorsque cet élu s'adresse à cette personne et lui fait cette réponse, à supposer que l'anecdote de Zemmour soit vraie, Oh, bah, je vous en d'Éric Zemmour, mais supposons qu'elle soit vraie, eh bien je vais vous dire ce que moi-même j'aurais pensé, je serais capable de dire à quelqu'un, notamment une femme, qui viendrait à se présenter dans une tenue extravagante et pour ainsi dire déguisée, avec un voile intégral ou je ne sais quoi, ce qui est interdit par la loi. Je lui dirais, mais ce n'est pas ça le tempérament de la liberté que nous avons gagné en ce pays. Et j'essaierai de convaincre. Voilà. Eh bien, Vous c'est avez ce que du nous boulot, essayons hein. de faire. Pardon, mais Vous j'ai avez peut-être du boulot, mais c'est comme ça qu'on fait. Monsieur Zemmour, je le fais. Et je dirais notamment
à certains, comme je l'ai dit à certains jeunes, que Dieu n'a jamais demandé à personne d'aller se déguiser en afghan pour être un bon musulman, comme je le vois souvent. Et je dirais de même aux catholiques qu'il n'y a aucune raison, ou aux juifs, qu'il n'y a aucune raison de se déguiser avec une peau de mouton sur la tête du XVIIIe siècle pour que Dieu l'Éternel le trouve favorable. De la Lituanie. Je ne confonds pas les manifestations religieuses exagérées avec la bonne volonté, la bienveillance de l'immense majorité des croyants et des pratiquants musulmans, catholiques et juifs de ce pays, sans oublier l'immense bonne volonté de tous ceux qui sont obligés de supporter tout ça, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes croyants. Bien, alors écoutez, monsieur l'assimilation. Passons, s'il vous le voulez bien, aux institutions, puisque vous disiez que la grande lessiveuse républicaine française arrivait à tout laver avec le temps, et que finalement ces gens-là seraient assimilés. Il n'y a pas de problème dans. Comment parlez-vous? Non, mais ces gens-là, ce sont des Français, monsieur. Ce sont des Français absolument qui n'ont pas forcément la religion majoritaire, mais c'est pas du tout un problème. Et vous dites que avec le temps, la République fera son travail. Mais quelle République? Nous avons toujours eu, on va parler de quelle République? Celle-là ou la prochaine? Il y a toujours eu le problème des pratiques religieuses ostentatoires, perturbatrices, diviseuses. On a toujours mais là, il y a le nombre, monsieur Mélenchon. Mais le nombre n'a rien à voir avec tout ça. Vous savez très bien, vous l'expliquez vous-même dans votre livre. Non, dans mon livre. Que le nombre est en train de faire exploser tous les. Bah si, excusez-moi. On n'a pas le droit d'évoquer ni fantasmes ni obsessions. Mais c'est votre livre. Mais mon livre décrit quel est un phénomène. L'explosion démographique dans le monde. Monsieur Zemmour, l'explosion démographique n'est pas un danger, une abomination, une horreur. Et c'est rien de tout ça. Eh ben non. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez tuer les gens, les empêcher d'avoir des gosses? Non. Mais ça va nous poser de graves problèmes. Et ça pose déjà des problèmes dans toute l'Afrique. Mais ça pose des problèmes et il faut les régler de manière civilisée, rationnelle, méthodique, bienveillante, tolérante, et pas cette agression des uns contre les autres. L'explosion démographique amène la guerre dans toute l'histoire de l'humanité. Donc pas du tout. Mais pas du tout, monsieur Zemmour. Ce qui amène la guerre, c'est le défaut de la, c'est le manque de capacité de nourrir tout le monde. C'est le manque de. Mais ça c'est. Mais bien sûr que si. Non, ça c'est vous qui n'y connaissez rien. Car depuis l'Antiquité, c'est comme ça. Et si vous voulez bien étudier pourquoi l'Empire romain s'effondre, c'est certainement pas à cause des barbares. Vous auriez bien de lire. Est-ce qu'au moins vous êtes d'accord pour dire que... Attendez, non, c'est pas les barbares qui ont pris parfaitement non. L'Empire s'est effondré tout seul. Il est incapable de continuer sur les bases historiographiques récentes. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'au moins vous êtes d'accord pour dire que la 5e République est à bout de souffle, qu'il faut en changer, qu'il faut inventer une 6e République? Et dans ce cas-là, puisque vous êtes d'accord, elle aurait quelle gueule, la 6e République? Alors, monsieur Mélenchon, je vous en prie. Moi, je pense que la 5e République est d'abord, nous ne sommes plus vraiment en 5e République, car l'actuelle 5e République n'a rien à voir avec celle de 1958. Elle a été vendue comme un régime stable. En vérité, elle a changé 24 fois, dont une par an au cours des 10 dernières années. Les gouvernements ne sont pas, les ministres clés d'un gouvernement ne sont pas plus stables que sous la 4e République, si vous regardez le turnover des ministres de l'économie. Donc tout ce qu'on nous a dit n'existe pas. Mais c'est un régime de monarchie présidentielle qui s'est emboîté tenons mortaise avec l'absurdité de la Commission européenne, c'est-à-dire que tous les pouvoirs sont concentrés sur quelques personnes et le peuple tout entier, quoi qu'il vote, a droit tout le temps à la même politique. C'est avec ça qu'il faut rompre. Et on va rentrer dans l'ère du peuple, vous pensez un jour ? On est dans l'ère du peuple. Il faut entrer plus profondément dans le sujet institutionnel, car ce n'est pas qu'une organisation des pouvoirs publics, le changement de constitution. Ça concerne le régime de la propriété, ça concerne le régime des normes juridiques, ça concerne le primat de l'écologie que l'on pourrait introduire dans la Constitution, comme il y a le principe de précaution, on pourrait introduire la règle verte, c'est-à-dire ne jamais prendre plus à la nature que ce qu'on peut lui rendre. Vous en parlez beaucoup dans mais ce que je veux dire essentiellement sur cette affaire, c'est que le fait de devenir constituant forme le peuple lui-même. C'est-à-dire que contrairement à ce que pense monsieur Éric Zemmour, pour moi, le peuple se constitue non pas, le peuple français ne se constitue pas à partir du ventre des femmes françaises, mais à partir de l'école, de la politique et de la République. Et lorsque le peuple devient constituant, il s'approprie collectivement son avenir en définissant les droits qui sont les siens. Il faut donc, par cet acte-là, en quelque sorte, nous allons refonder la France elle-même et l'idéal républicain le mettre en partage dans toute la population. Pour ça, on est plus intelligent à plusieurs qu'à un seul. Il faut une assemblée constituante et il faut un pouvoir parlementaire et non pas cette grotesque monarchie présidentielle. Éric Zemmour, moi je suis d'accord avec le début de la démonstration de Mélenchon qu'on n'est plus en 5e République.
République et qu'on a dénaturé la Ve République, qu'il dépeint comme une monarchie, mais une monarchie républicaine et une monarchie qui allait devant le peuple. Je rappelle que le général de Gaulle a démissionné quand le peuple lui a signifié son congé, qu'il n'était pas obligé de le faire. Ça n'a pas créé la mode, hein, les suivants sont restés. On est bien d'accord. Donc, en fait, ce que je constate, c'est que Mélenchon nous fait des grands discours sur le peuple, le pouvoir du peuple, etc., mais que quand il s'agit d'arracher un pouvoir essentiel qui est celui de battre monnaie en 1992, il vote oui à Maastricht. Et deuxièmement, quand la vraie... Incroyable. Mais c'est la vérité. Ça fait déjà 3 émissions. Je vous dis que j'ai voté contre le passage à l'euro. Oui, mais vous avez voté oui. Excusez-moi. C'est important. En 2005, il y a le texte qui reprend celui de Maastricht. J'ai voté contre. Je sais. J'ai voté contre la Banque Centrale Européenne, contre l'euro. Vous avez rendu compte que vous avez fait une bêtise. C'est pas de ma faute. Répétez pas comme ça d'un air patnaud. Non. Et j'ai pas fini. La deuxième. C'est pas bien parce que c'est un procédé rhétorique qui consiste à dénigrer. C'est la vieille rhétorique d'extrême droite. Pas vous, pas ça. Vous ne voulez pas qu'on parle de vos obsessions. Respectez vos interlocuteurs. Mais je respecte mon interlocuteur. Alors ne me faites pas faire et dire des choses que je n'ai pas fait. Vous avez voté oui à Maastricht, c'est un fait. Oui, mais parce que non, je vais pas raconter votre vie, je vais pas raconter qu'après. Mais vous venez de dire à l'instant, quand il s'agit du pouvoir de battre monnaie, Monsieur Zemmour. Or, quand on a décidé de passer à l'euro, j'ai voté contre. Oui, mais parce que c'était trop tard. C'était trop tard, Monsieur Mélenchon. Non, il y avait un vote, on pouvait voter oui ou voter non. Oui, mais c'était trop tard. Les députés auraient pu voter non. Mais vous saviez très bien qu'ils allaient voter oui. Non, monsieur, il a voté non. Oui, d'accord, mais ils ont non, Monsieur Mélenchon. Vous changez la nature de vos interlocuteurs pour arranger vos pas du tout. Vous dissimulez ce que vous avez fait. Voilà, vous avez changé d'avis. Vous êtes rendu compte que vous avez eu tort. Peut-être que dans quelques années, vous vous rendrez compte que vous avez eu tort sur d'autres sujets, par exemple l'immigration tout à l'heure. Alors maintenant, il y a une deuxième chose dont vous ne parlez jamais, qui est le gouvernement des juges. La vérité, c'est que la Ve République a été dénaturée par effectivement le pouvoir de Bruxelles et de la Commission de Bruxelles, mais surtout par les juges, par le Conseil constitutionnel depuis juillet 71, par les cours européennes de justice, qui ont un pouvoir délirant d'imposer leurs normes, leur volonté, leur idéologie à un pouvoir qui est faussement démocratique, puisqu'il ne peut absolument rien faire. Et ça, M. Mélenchon ne dit jamais rien contre ça. Il ne dit... Ah bon, je vous ai jamais entendu. Je vous ai jamais entendu. Entendu, mais vous écoutez à toutes les portes ou quoi? Lisez mes livres. Publiquement, j'ai déjà expliqué. J'ai lu votre livre. Ah oui, mais vous en avez eu un, j'en ai écrit 14. Lu plusieurs. D'accord? J'ai expliqué en long, en large et en travers pourquoi la Ve République produisait mécaniquement le gouvernement des juges. C'est pas la Ve République, c'est un il produit des autorités indépendantes type CSA et compagnie qui sont à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire de leur ordre. C'est faux, ce n'est pas la Ve République. C'est justement la dénaturation. Ça y est pas, et puis après vous dire autre chose. Dénaturation de la Ve République. La dénaturation oui, de quoi? Vous accusez la Ve République, ce qui est qu'en fait un combat contre la Ve République. Et oui, à partir du moment où le général de Gaulle meurt, ou Pompidou meurt, la Ve République commence à se déliter parce que les élites politiques, administratives, économiques la pourrissent de l'intérieur. Et là, vous venez de dire, ah bah c'est la Ve République. Non, ce n'est pas la Ve République. Alors messieurs, puisque vous avez parlé du pouvoir des juges. D'abord, votre affaire d'élite, Zemmour, n'est pas claire du tout. J'ai lu votre livre avec attention. Les élites, c'est pas clair, votre définition. Parce que vous mettez en cause des élites à coups de petites chansons qui auraient, paraît-il, changé l'état d'esprit des Français. Il n'y a jamais un fait social dans votre bouquin. C'est pas vrai. Sauf une manifestation de sidérurgistes. Le reste du temps, 81, 68 pour vous, c'est Cohn-Bendit, c'est pas les 10 millions de travailleurs en grève, et ainsi de suite. Quant aux élites, cher monsieur, il faut les mettre dans l'ordre dans lequel elles sont. Les élites qui commandent aux élites, c'est celles qui ont l'argent. C'est-à-dire l'oligarchie financière, qui s'est soumise toutes les institutions, et ensuite, en enchaînement... Alors justement, parlons des élites. Donc c'est le capitalisme qu'il faut frapper. Vous êtes d'accord? Alors, c'est votre thèse. Non, c'est pas ma thèse. C'est votre thèse ou pas? C'est le capital qu'on combat ou les chansons? On ne combat, mais les chansons sont le produit du capital et permet. Mais évidemment, mais vous savez pas que vraiment grossier. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les historiens expliquent très bien que les chansons qui ont sali Marie-Antoinette et Louis XVI ont été un élément majeur de la Révolution. Donc ne méprisez pas comme ça les chansons. Ça fait partie de la guerre des Ils ne méprisent pas les chansons. C'est pas elles qui sont à l'origine des problèmes que vous faites que ça. Votre bouquin est rempli de commentaires de chansons. Mais pas du tout.
tout. Et Parce que c'est vous en révélateur de prenez l'époque. à des séries télévisées, vous êtes grotesque, vous êtes contre Hélène et les garçons, parce qu'ils parlent pas des Je suis cours, pas ni de contre la Hélène et politique. les garçons. Mais parce que c'est pas le sujet. Hélène et les garçons, c'est un révélateur, voyons. Ah oui, attendez, s'il vous plaît. Des gens. Oui, S'il oui, vous la plaît. féminisation de la S'il vous plaît. société. Alors là, pour le coup. J'ai pas pu vous suivre les 3 dernières minutes, les auditeurs non plus. Alors à 19h52, on s'arrête, on fait de la pub. Et derrière, il nous restera 4 minutes, c'est-à-dire de chacun, pour parler de l'Europe, s'il vous plaît. Puisque vous parlez justement des supra-pouvoirs nationaux qui nous pourrissent la vie, selon vous, on va parler de l'Europe. Dans un Servent les intérêts d'un multiculturalisme effréné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas qu'il y a une culture chrétienne qui a fabriqué la France depuis 1500 ans. Non. Mais si. Si. Historiquement Les racines parlant, chrétiennes on peut de la voir des France, choses comme ça, c'est les racines chrétiennes de la France, c'est une évidence, Jean-Luc Non. Mélenchon. Non, c'est pas une évidence. Non. Bon, bah écoutez, vous allez répondre. Donc Allez à au bout partir de de votre ce idée, moment-là, Zemmour. à partir de ce moment-là où on abat les racines chrétiennes de la France, c'est pour imposer une espèce d'égalité factice, non pas juridique évidemment, puisque ça c'est évident, c'est égalité, mais une égalité culturelle, une égalité émotionnelle qui fait qu'on veut imposer un multiculturalisme généralisé. Et donc, avec l'islam comme culture française au même niveau, si j'ose dire, que la culture chrétienne. Encore une fois, je parle bien de culture et non pas de J'ai bien religion. compris. Voilà. Bon, Jean-Luc Mélenchon, plus laïcard que vous, il n'y a pas. Donc le fait de mettre une crèche dans un conseil Non, général, mais ça déjà, vous dérange, je non? conteste le thème de laïcard, monsieur. Je n'ai pas dit Il y a laïcard, la moi. République Plus- laïque, plus une laïque, indivisible, je suis laïque. Plus laïque que vous. Bon, je vous dis pas journalard. Non, pas du tout. Pour décrire cette manie de tout ridiculiser. Non, c'est pas de J'appartiens à ridiculiser, une c'est une tradition expression française majoritaire, favorable à la laïcité de l'État. C'est-à-dire à la séparation des églises des églises. Provisoirement en tout cas. Je termine juste. Allez-y, nous terminez, reviendrons en Jean-Luc Henri IV, Mélenchon. Ce que vous Oui. voulez, quand vous D'accord. voulez, Éric Zemmour, mais venons juste sur le moment. Oui. Au moment où des pratiques religieuses sont devenues si agressives et intrusives, quelles que soient les communautés, eh bien, il faut plus que jamais défendre la laïcité de l'État et se souvenir qu'en France, une extrême majorité de Français, bienveillants, tolérants pour la foi des autres, demandent que soit respectée la paix laïque de la République. Et notamment ceux qui n'ont pas de religion et ne se voient pas obligés de subir le spectacle et les manifestations et les Vous avez- ostentations publiques de faits religieux. Vous avez tout à fait Éric raison sur ce Zemmour. dernier point. Deux choses simplement. Les crèches sont bien au-delà que du dogme religieux. C'est plutôt des traditions populaires qui ont plus de 1000 ans. Et deuxièmement, je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon quand la mairie de Paris célèbre dans l'hôtel de ville la fin du Ramadan. Là, j'aimerais bien que... Mais c'est Jean-Luc une erreur. Mélenchon- Mais je vous dis les choses très franchement. voilà. La religion de son côté, Eh ben, c'est l'État très bien de le et dire. l'État Vous avez oublié civil de du sien. réagir. Je n'étais Vous pas pouvez au pas courant. réagir Et à voilà, tout. voilà, Non, je- mais Et on me quand- pose la question, je vous réponds. Mais je sais bien, de la c'est même pour ça que manière je vous la que je pose. suis contre le fait que l'on subventionne les crèches religieuses, comme les crèches Lubavitch ou les crèches Absolument chrétiennes. d'accord avec vous. Les enfants, si les Lubavitch veulent faire des crèches, eh bien ils font des crèches, Chez eux. mais l'argent public Mais n'a on pas est à d'accord, participer. on est d'accord là-dessus. Alors oui, mais alors dans ce cas, on est d'accord aussi pour retirer la crèche de cet endroit et faire respecter une laïcité pure encore et une parfaite. fois, Oui ou non, Mélenchon- vous êtes d'accord pour Attendez, faire retirer la non, crèche du attendez. Conseil général Ça de ne me Vendée? gêne pas. En Sauf quoi que la sachez- célébration de la naissance d'un sachez- dieu est un non, événement mais qui est neutre. sachez quand même que, encore une fois, cette crèche est plus une tradition populaire qu'un dogme religieux. Mais bien sûr que L'Église non. ne s'est jamais battue pour cette crèche. Mais peu importe. Monsieur Zemmour, Et- c'est là mais que ce vous que- ce que je veux- vous ne connaissez Non. pas votre histoire Ah, de bah France. si, un petit peu. Voyez-vous, en 1950, Oui. l'Église a fait brûler sur le parvis de la cathédrale de Dijon, a fait brûler le Père Noël parce que c'était un personnage païen Vous voyez. qui défaisait la tradition Vous voyez. religieuse. Vous voyez. Alors, ça veut dire Voilà. que si l'on excite un peu les religieux, Non, ils non. n'ont pas de raison Non, de ne non. pas aller au bout de leur Non. dogme. Écoutez, Par conséquent, les crèches n'ont rien à faire Mais non, dans les mais lieux c'est publics, pas encore une plus fois- que les encore autres une événements fois, C'est religieux. une tradition millénaire. Ce n'est pas un vrai. Non, ça ne peut pas être une mais si, tradition mais si, millénaire de depuis mettre le une 13e crèche siècle. dans un conseil Non, général, pas d'un vu que conseil ceci général. n'existe que depuis 2 siècles. évidemment. Écoutez, Non, ce n'est pas une tradition Enfin, millénaire. Et pareil. s'il fallait Je joue reprendre sur les toutes les mots. traditions millénaires, nous pourrions reprendre celle de ce cher Saint Louis, qui a obligé les Juifs à porter le premier signe à toutes les églises et les institutions Oui. civiles de la Absolument. République. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une mairie, et j'estime en effet conseil que général, mais enfin, en conseil général ou une mairie, c'eût été un de lieu même. public. C'est un lieu public et les manifestations de la foi religieuse qui sont respectables dans le cadre privé, à l'église,
ça se conçoit parfaitement et personne n'a rien à dire contre ça, ne sont pas acceptés dans les établissements publics. Je voudrais rappeler que la France s'est sortie de 3 siècles de guerre civile ouverte ou larvée, oui, parce que nous n'avons trouvé aucune solution au problème de la coexistence de catholiques et protestants qui se sont entremassacrés, les catholiques étant les plus nombreux massacrant le plus, et cette débauche de crimes a été d'ailleurs célébrée en place publique par le pape Jean-Paul II, qui est venu pour célébrer la messe le jour de l'anniversaire de la Saint-Barthélemy. Les gens comme moi ne l'oublient pas. Par conséquent, il faut se souvenir que nous avons gagné la paix civile. Nous avons gagné la paix civile grâce à la séparation des églises et de l'État. Et aujourd'hui, voyez-vous les mêmes conséquences qu'il y a la présence de religion de l'Église et de l'État. Bon, aujourd'hui qu'il y a, aujourd'hui qu'il y a Henri IV, il n'a pas fait la séparation de l'Église et de l'État, Henri IV. Mais ça n'a pas été la paix civile. Ils sont parfaitement face à face dans le studio de la rue Bayard. Donc, à ma droite, Éric Zemmour, auteur du Suicide français paru chez Albin Michel. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. À ma gauche, Jean-Luc Mélenchon, L'ère du peuple, paru chez Fayard. Je montre les 2 livres. Il y en a un petit mince et il y en a un gros épais. Alors écoutez, on va parler de diverses choses dont vous avez souhaité débattre et qui sont pour beaucoup dans vos 2 livres, bien entendu. Donc ça fait débat. Mais je voudrais quand même vous poser une question d'actualité qui m'est venue en vous écoutant sur cette antenne, Éric Zemmour, hier, à propos de l'affaire de la crèche qui était installée au Conseil général de Vendée. Donc on a demandé au Conseil général de la retirer, qui fait appel. Donc pour le moment, elle va être réinstallée sans doute. Moi, j'aimerais bien que vous précisiez la chose. Demander de retirer la crèche du Conseil général de Vendée, pour vous, c'est clair, ça ouvre la voie à une invasion de l'islam, d'une certaine façon. Non, pas du tout. C'est pas ça que j'ai mal compris. Vous avez mal compris. Oui. C'est simple, en fait. D'ailleurs, si on va parler d'immigration, j'ai apporté un sondage dont vous avez parlé sur l'antenne d'RTL et qui est très intéressant, que je soumettrai à Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les gens de la pensée libre, des gens d'un laïcisme militant, on dira, qui ont fait enlever cette crèche, ne se rendent pas compte que, en fait, Passez-moi un papier. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Soyez le bienvenu. On va régler le chrono sur 20 minutes avec une égalité. Alors vous venez manifester avec moi le 5 mai, monsieur Attali. Du temps de parole. C'est à vous, Jacques Attali, si vous le souhaitez, d'interpeller Jean-Luc Mélenchon. Mais quand vous m'avez invité, proposé de venir, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir parce que j'ai beaucoup d'intérêt, et vraiment je parle très franchement, pour votre pensée, pour votre action et pour la vision du monde que vous avez. Et donc je voudrais qu'on ait un débat sérieux et serein sur vos idées. On en a déjà eu une fois. Si vous êtes sérieux et serein, ça ira. Voilà. Et ça m'avait beaucoup intéressé le débat que nous avions eu sur la dette. Oui, on a eu un débat tous les deux assez long. Sur la dette publique. Vous aviez d'ailleurs validé une de mes thèses. Absolument. Je me souviens. Tout arrive. Non, mais pas tout arrive. Mais c'est que nous discutions avec Attali de la question. Il y avait différentes hypothèses sur la table. Et je dis à Attali, mais si moi je prends Monsieur Attali, pardon. Merci. Je dis à Monsieur Attali, qui ne m'a encore rien demandé, mais je dis, est-ce que si je fais la menace, est-ce que l'emprunteur n'a pas un pouvoir comparable et parallèle à celui du prêteur? Et M. Attali me dit, nous allons en parler. C'est risqué, mais c'est vrai. Nous allons en parler. Allez-y. Ce qui m'intéresse, c'est 2 sujets. Je voudrais qu'on parle tout à l'heure vraiment sérieusement de l'emploi, sur un point précis, une réforme précise que je voudrais vous voir combattre ou approuver. Je suis curieux de votre point de vue. Il n'y a pas de malice dans mon idée. Et puis je voudrais qu'on parle de votre vision du monde et de la façon dont votre vision du monde peut se traduire dans la réalité française. Et il faut que ce soit clair entre nous. Sur votre vision du monde, elle est la mienne, à peu près entièrement. Un monde pacifique, sans armes, avec les gens qui prennent la retraite très tôt, avec une croissance forte, un monde écologique, un monde... tout à l'heure, ce que vous avez dit m'a beaucoup intéressé, peut-être parce que je le dis moi-même aussi depuis longtemps, c'est l'importance de la mer comme absolument déterminante. Les grandes puissances... Aidez-moi, parce que alors, pour faire entrer ce thème-là dans le débat public... Je le dis, je l'écris depuis de longues années, les ports, c'est la clé. Seuls les pays qui ont eu des ports ont été les grandes puissances. C'est en fait anthropologique, monsieur Attali. Pas... L'humanité est sortie d'Afrique, elle a occupé tous les territoires et maintenant elle va entrer en mer. C'est en fait conduit par la réalité humaine elle-même. C'est plus que cela. Si on prend l'histoire de quelque chose que vous n'aimez peut-être pas trop, c'est-à-dire le capitalisme. Et les larmes des Français, comme disait quelqu'un, ont le goût de l'eau de mer. Parce que souvent nous avons déserté la mer, ce qui est bien bête. Pardon, excusez-moi.
le capitalisme, que vous n'aimez pas trop, mais qui a commencé comme une libération, comme le dit Marx à l'égard du féodalisme, a commencé dans les ports. Et ce sont les ports qui ont été les grandes villes, Venise, il a commencé par l'accumulation du gars qui avait des sous pour envoyer un bateau chercher des épices. Exactement. Et c'est d'ailleurs là qu'a commencé aussi la banque, qui était nécessaire. Brodel, alors. Qui était nécessaire. On Merci, c'est aussi mon maître, et je suis ravi que vous le citiez. Oui. C'est là qu'a commencé aussi la banque, qui à ce moment-là était nécessaire. Absolument. Parce qu'il fallait bien financer les bateaux. Donc, sur notre vision, sur votre vision du monde, je dis notre vision, je n'ai pas d'obstacle, j'ai la même. Le même idéal. Moi, je pense que cet idéal n'est pas accessible à l'échelle nationale. Et c'est là-dessus que je voudrais vous aborder. Je pense qu'il n'est pas accessible à l'échelle nationale. Je pense qu'on a peut-être une chance d'y arriver à l'échelle européenne, et je pense que le vrai horizon pour y arriver est planétaire. C'est pour ça que, d'ailleurs, rejoignant Marx, à la différence de Lénine, mais ne soyons pas pédants ce soir, qui pensait que le socialisme n'avait d'avenir que mondial, à la place d'un capitalisme qui serait devenu mondial, et surtout pas dans un seul pays. Il s'est beaucoup battu dans les derniers mois et jours de sa vie sur ceux qui ont tenté en Russie le socialisme dans un seul pays, ça a été une thèse de très peu de monde, vous savez. Ça a été simplement la thèse de l'Union soviétique et de la moitié de l'humanité. Oui. Voilà. Bon, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que mon interprétation... Ça n'a pas marché, d'ailleurs. Voilà. Mon interprétation, et j'aimerais bien vraiment que ce soit une conversation de fond avec vous sur ce sujet, c'est que vos propositions conduisent inévitablement. Et c'est pas votre désir, je ne vous fais pas de procès. Allez-y. Je sais que vous êtes un démocrate, que vous êtes un homme sincère et votre vie plaide pour vous et votre grande réussite comme ministre plaide dans ce sens. Mais je pense sincèrement que les propositions que vous faites conduisent inévitablement à une fermeture de la France sur elle-même et à un déclin de la France. Non. Laissez-moi vous donner. Attendez, laissez-le terminer. C'est une thèse très forte et intéressante. Laissez-moi vous donner 3 exemples. Ah, 3 exemples. Rapidement, je vais être très rapide parce que je voudrais vraiment que vous répondiez. Des choses dont vous avez déjà parlé ici. Premièrement, le fait de laisser la Banque centrale imprimer des billets et financer directement. Revenir sur la loi de 73. On ne peut pas le faire à l'échelle nationale, ou alors il faut sortir de l'euro. Première question, voulez-vous sortir de l'euro? Je ne crois pas, puisque ce n'était pas votre avis. Je pourrais vous suggérer des moyens plus voyous. Je vous signale la machine à imprimer est en France. Oui, mais enfin, justement, on va venir sur les moyens voyous qui... On peut faire plus souple. Oui. Si on veut le faire sans devenir des gangsters qui volent la machine qui ne nous appartient pas, on est obligé de le faire soit en quittant l'euro, soit, ce qui n'est pas votre thèse, vous allez me le confirmer, soit en changeant les traités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'échelle des 27. Ce qui est d'ailleurs assez ironique, parce qu'ils font l'effet 27, vous l'avez raison, mais en fait, la monnaie ne s'applique qu'à 17. Donc, il faut 27. Donc, imaginez-vous, pour changer le statut de la Banque centrale, il faut l'accord de la Grande-Bretagne. Évidemment, vous le savez, parce que vous le savez. Pas dans la zone peut-être la réponse de Jean-Luc Mélenchon sur cet exemple-là. Il y a beaucoup de cas concrets, là. Vous le savez, ça n'aura pas lieu. Donc, parce que lui, il dit, si je parle dru et que je parle cru, ça marchera. Oui, mais permettez à quelqu'un qui a pendant longtemps été dans ces négociations de vous dire qu'en effet, on peut l'obtenir. Moi, j'ai souvent appliqué avec succès la stratégie du fait accompli dans les négociations internationales. Mais ça prend du temps. Pour changer cela, honnêtement, je ne suis pas contre qu'on aille dans Attendez, cette... monsieur Ça prendra Attali, au moins 5 ans ou 10 ans. Attendez, il faut qu'on prenne les deux cas, parce que le premier est une question de géopolitique, et je pense que la géopolitique commande la politique, comme vous, je crois. On va le mettre de côté. Vous êtes sur le cas de la Banque Centrale Européenne et de la façon de modifier les traités. Exactement. Là, il y a d'abord le réel, pas les calculs que vous et moi on fait à froid. Le réel, c'est que nous sommes au bord du gouffre, que la crise est gérée n'importe comment, y compris du point de vue des règles de ceux qui croient à ce système. Je suis d'accord avec cela. Réglé n'importe comment. Ils ne voulaient pas prêter d'argent par la Banque centrale à l'État grec, parce que, toutes les raisons que vous connaissez. Au passage, le gouvernement allemand, nous viendrons tout à l'heure sur la géopolitique, parce que vous êtes l'interlocuteur pour ça. Le gouvernement allemand a mis bien la pression, comme il y avait surtout des banques françaises d'engager jusque-là, c'était à tous les coups l'on gagne. Le gouvernement allemand a bien mis la pression et on a dépecé vive la Grèce. Nous sommes vous en êtes d'accord. Mais revenons à ma question. Oui, mais vous allez voir. Il ne voulait donc toujours pas prêter. Résultat, on a dit on va racheter les titres de dette sur le marché secondaire. Et on va demander à ceux qui ont des titres de dette d'accepter de renoncer à une partie d'entre elles. Parmi eux, il y avait les banques chypriotes. En effet. Lesquelles banques chypriotes se sont écroulées, vu qu'une partie de leur bilan était dorénavant sans objet. Pourquoi je dis tout ça a été géré, excusez-moi de cette longueur, mais c'est pour montrer que c'est géré en dépit du bon sens. Nous ne sommes pas dans un calcul froid entre gens. Non, nous avons affaire à des gens dont la cupidité et la sauvagerie fait qu'ils pensent qu'ils vont s'en emparer. Mais comment on fait aujourd'hui?
C'est ce que vous demande Jacques Attali. Mais oui, mais ces gens-là vont envoyer eux-mêmes le système au tapis. Donc, monsieur Attali, demain matin, supposez, je suis le Premier ministre. Aussitôt, toute une série de gens vont commencer à s'agiter. Mais qui est le premier menacé? C'est le système dans son ensemble. Ah, justement, c'est là-dessus que je voudrais... Donc, la discussion que j'aurai avec mes collègues des autres gouvernements, si c'est moi qui dirige le gouvernement, mais ça peut être quelqu'un d'autre, tout à fait facilement, il aura une situation où il s'agira de sauver la zone euro une nouvelle fois. Et à ce moment-là, nous pourrons, nous les Français, dire on la sauvera à nos conditions. Et si ce ne sont pas nos conditions, il n'y a plus de zone euro. Or, monsieur Attali, vous savez comme moi, qu'il ne peut pas ne pas y avoir de zone euro, parce que ça serait une catastrophe mondiale. Alors, pour la raison que l'euro est la première masse monétaire du monde, que l'Europe est le premier producteur, le premier commerçant du monde. On ne peut rien faire sans nous, et l'Europe ne peut rien faire sans les Français. Si vous renoncez à la puissance de la France, vous renoncez à tout. C'est pas la peine de discuter. Jacques Attali. Monsieur Attali, écoutez-moi. Je voudrais pouvoir répondre à ce que vous dites. Laissez-le vous répondre. Laissez-le répondre. C'est moi qui réponds et vous qui m'interpellez. Vous n'avez pas compris la règle du jeu, là. Je n'ai peut-être pas compris. Attendez, il vous répond là-dessus. Il vous répond là-dessus. Qu'on se perd pas en route. Juste un petit exemple. Votre argumentation est cohérente et je suis peut-être limité intellectuellement, mais je l'ai comprise. Votre argumentation... Ah bon, vous avez des problèmes habituellement? Oui, en effet. Petit secret. Votre argumentation consiste à dire on peut s'arrêter de payer, vous l'avez dit à plusieurs reprises, on peut s'arrêter de payer et les gens terrorisés par cela vont venir à là, vous la table des caricaturez un peu. Peut-être, mais enfin, c'est un petit peu ce que vous avez dit. Si nous arrêtons de payer notre dette... J'ai pas dit ça, hein. Si nous menaçons d'arrêter de payer notre dette. D'abord, il faut se souvenir que à peu près la moitié de la dette de l'État français est détenu par des Français. Donc on devra menacer aussi les épargnants français. Donc, monsieur Attali, faisons une pause. Non, le contenu de la dette doit être... Pardonnez-moi, mais laissez-moi aller au bout de ma phrase. Et puis vous parlez. Le contenu de la dette doit être examiné. Je suis partisan d'un audit citoyen de la dette. Il est très clair. Je ne proposerai pas de ne pas rembourser mes compatriotes. Tout le monde le sait, la moitié de la dette appartient à des Français, l'autre moitié appartient à des Européens et à des non-Européens. Voilà la réalité. Vous avez vu comment a fait l'Islande, hein? Alors, l'Islande, c'est un cas légèrement plus petit que celui de la France, qui serait légèrement plus systémique. Tout le monde sera perdu sur l'Islande, on reste sur la France. Si nous décidions de cela, il faut, pour qu'une menace ait du sens, il faut qu'elle soit crédible. Quand le scorpion menace de piquer la tortue... La grenouille. Peu importe, la grenouille ou la tortue. L'histoire se raconte des deux façons. Non, parce que piquer une tortue, ça sert à rien, il y a une carapace dessus. On peut piquer une tortue... Et moi, j'ai un art du rapport de force. On peut piquer une tortue à la tête, et c'est comme ça qu'elle meurt. C'est comme ça que l'histoire se raconte en Afrique, permettez-moi de vous le rappeler. Mais non, c'est la grenouille, pardon. Bon, allez-y. Une nouvelle controverse en perspective, celle-là, on va la fermer. Sérieuse. Voulez-vous qu'on y revienne? Très bien. Si la France menace de ne pas payer, mais c'est pas ma il faut que la France soit crédible. On ne peut pas faire une menace qui n'est pas crédible. Or, menacer de ne pas payer, je peux me permettre de vous dire que si vous, Premier ministre, ce que j'espère pour vous arriver un jour, la réaction de ceux qui entendront ça sera un immense éclat de rire. Parce que ce n'est pas crédible, Monsieur Mélenchon. Ce n'est pas crédible, c'est tout simplement incrédible parce que vous ne pouvez pas le faire. Or, une menace qui ne peut pas être exécutée n'est pas crédible. Pourquoi elle ne peut pas être exécutée? Parce que quelle est la première victime? C'est pour ça que j'ai pris la métaphore du scorpion et de la tortue. C'est que si on le fait, la première victime, immédiatement, c'est la France. Bien avant les autres. Bien avant les autres. Pourquoi? Parce que, immédiatement... C'est la même chose que tout à l'heure, parce qu'on ne vous prêtera pas et on est dans le cadre. C'est simplement une vérité. On ne nous prêtera pas et donc nos taux d'intérêt augmentera et on sera mort, absolument mort. Donc tant qu'on a une dette... On a dit ça aux Argentins aussi. Vous savez où ils ont été, les Argentins? Ils ont été à 30 ans de faillite. Ils sont passés par 3 dictatures. Merci beaucoup. C'est exactement mon raisonnement. Qu'est-ce que vous racontez? C'est exactement le raisonnement. Non, monsieur Attali, non, monsieur Attali. C'est exactement le raisonnement. Vous êtes en train de raconter une histoire. D'abord, vous répondez une caricature et après, vous inventez une histoire. Il n'y a pas eu de dictature à la suite de la dette. C'est monsieur Nestor Kirchner. Il n'y a pas eu de dictature. Oui, moi, je vous parle de celle-là, qui a décidé, devant tous les économistes qui prétendaient qu'il fallait payer, qui a dit « je ne paye plus ». Et monsieur Langlais, qui est là, comme tout le monde le sait, comme moi, cette dette ne sera jamais remboursée, monsieur Attali. Osez dire le contraire devant les spectateurs. À aucun moment, pardon, maintenant c'est l'émission où je suis l'invité, je voudrais pouvoir développer ma thèse.
Cette dette ne sera jamais payée. À aucun moment, jamais dans l'histoire, des dettes de cette ampleur n'ont été payées. De la même manière que jamais les États-Unis d'Amérique ne solderont la masse de dollars qu'ils ont mis en circulation et qui ne correspondent à aucune valeur matérielle. Par conséquent, le monde entier est menacé par ce fait-là, à l'intérieur duquel se pense la politique des Français et la politique de l'Europe. Cette dette ne sera jamais payée. Monsieur, plus on essaye de payer cette dette et moins on y arrivera. Ce qui veut dire que vous allez ruiner tous ceux qui ont prêté à l'État, y compris les Français. Attali, la moitié des Français. Monsieur Attali, je ne veux pas, n'offensez pas votre propre intelligence. Nous parlons d'histoire. Vous me disiez... Monsieur Attali, écoutez-moi. Nous parlons de l'histoire. De quelle manière peut-on solder une dette de cette importance? Par la croissance, par la guerre, par l'inflation. Voilà. Voilà les trois façons. Et vous oubliez un cas. C'est curieux, vous ne l'avez pas prévu. Rembourser. En faisant une politique d'austérité. C'est ce qu'ils font. Non, eh bien, même M. Langlais, qui n'est pas spécialement un ami, dit... Rembourser, c'est par la croissance. C'est quand j'ai parlé de la croissance... Non, mais je vais vous lire du Langlais, parce que comme ça, au moins, la soirée aura son sens. Voici ce que dit M. Langlais. Bon sang de bois, tu paries que je la trouve pas. C'est votre réponse que je voulais, monsieur. Il dit, alors que ces dettes sont bien trop lourdes pour être jamais remboursées, c'est un gauchiste, ce Langlais. Si la crise dure... c'est parce que nous refusons d'admettre cette évidence. Et vous, Jacques Attali, vous le savez comme moi. Il y a donc 4 manières d'en sortir. Une qui est la mauvaise, c'est celle qu'on applique. Qu'est-ce qui reste? La guerre. Ni vous ni moi ne la souhaitons. Qu'est-ce qui nous reste? L'inflation. C'est l'inflation qui m'intéresse. Alors, voyons. Très bien, l'inflation, c'est une solution. Et puisque vous avez cité... Vous préférez l'inflation ou la mort? Je préfère l'inflation. Parfait. Alors, Jacques Attali vous répond. Allez-y, Jacques Attali. Chiffrez cette inflation. Laissez-moi. Prenez le total des dettes européennes. Les monétisés par la Banque Centrale Européenne, combien d'inflation? C'est là ce que je voulais... 4 à 5 points, c'est ce que me dit le professeur Jacques Généreux et la Commission économique du Front de Gauche. Me dit, ça représente 4 à 5 points. Eh bien, vive les 4 à 5 points et rendez-nous notre boulot. Permettez-nous de vivre. Arrêtez de nous faire payer une dette que personne ne remboursera. Alors, jamais. Possible ou impossible, Jacques Attali? Vous avez cité M. Langlais, j'ai moi-même beaucoup écrit sur cette question et je pense... et j'ai raison ou j'ai tort? Vous avez raison à l'échelle européenne, pas à l'échelle nationale. Et vous êtes en charge d'un parti qui veut prendre le pouvoir en France. Et moi, je vous dis, si vous faites ça en France, vous condamnez la France à sortir de l'euro. Ça ne marchera pas. Si on veut, parce que vous ne croyez pas à la puissance de l'euro. Laissez-le répondre. Moi, je suis aussi favorable à un peu plus d'inflation. Mais il faut avoir conscience de ce que ça signifie. J'espère que tout le monde qui nous écoute voit ça. Attali est en train d'expliquer plus l'anglais que j'ai pas tort sur tout. Mais monsieur ouais, non, mais pendant des mois, on a dit que la politique du Front de Gauche est irresponsable. Et là, je m'en vais faire une manifestation le 5 mai contre l'austérité, et tout le monde me jette des pierres. Monsieur Mélenchon, est-ce que je peux Ce sont les gens qui viendront le 5 contre l'austérité qui auront raison. Il n'y a pas de pierre ici. Il n'y a pas de pierre ici. Il y a Jacques Attali qui vous répond. Je sais bien, mais c'est une image. Alors, écoutez, arrêtez de bondir à chaque mot. On peut plus parler un peu de poésie de temps à autre. Qu'à l'échelle au moins européenne. C'est pas des fleurs qu'on m'a jeté, hein, Pujadas. Monsieur Pujadas. Monsieur Pujadas. Moi aussi, après tout, Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que votre politique... Vous devenez chatouilleux, moi, oui, vous voyez, c'est contagieux. C'est l'anglais qui vous a donné la mauvaise habitude. Et Jacques Attali. Allez-y, parce que l'heure tourne. Votre politique n'a, à mon avis, pas de possibilité de s'appliquer à l'échelle nationale. Elle a une possibilité... Laissez-moi aller vous de ma phrase. Oui. À l'échelle européenne... Vous l'avez déjà dit. Pourquoi pas? À l'échelle européenne, pourquoi pas? Et si je peux me permettre de me citer moi-même... Donc la question, c'est comment on s'y prend pour y arriver. Je l'ai écrit de nombreuses reprises. Tout en sachant que l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Non, laissez tomber l'inflation, non mais laissez tomber ça, c'est pas une phrase, ça, c'est pas un argument. Si, c'est une phrase. Non, mais c'est pas un argument. Si nous sommes des hommes développez, de raison, développez, c'est pas un argument. L'inflation est un impôt sur les pauvres. Si l'inflation permet à quelqu'un d'avoir du boulot, vous allez me dire que c'est un impôt sur les pauvres. Bien sûr que c'est un impôt sur les pauvres. C'est un impôt sur l'épargne des pauvres. C'est un impôt sur les retraites des pauvres. C'est bon, il y a de l'espoir. C'est un impôt sur les retraites des pauvres. C'est un impôt sur toutes les patrimoines pauvres. Parce qu'en ce moment, les retraites des pauvres, ça va quoi. Je ne dis pas que ça va. Ah ben voilà. Je dis que ça serait pire. Mais le retraité qui a son gosse ou son fils ou son petit-fils qui a du boulot, il n'a pas besoin de prendre sur sa toute petite retraite pour lui donner un morceau. Donc sa situation s'améliore, même s'il y a de l'inflation. Maintenant, laissez-le parler plus de si vous avez une 15 secondes, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je pense que l'inflation est bonne pour les jeunes et mauvaise pour les personnes au-dessus de 40 ans, parce qu'eux ont une épargne. Dès que vous avez une épargne, l'inflation est mauvaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société occidentale en général, qui est une société qui a vieilli, le pouvoir a été pris par les seniors, plus de 40 ans. Et c'est pour ça que l'inflation est impossible aujourd'hui. Pas seulement allemand, mondialement. Et au Japon en particulier. Mondialement, le pouvoir a été pris. Depuis tout à l'heure, nous savons que les Japonais sont des Japonais. Les Japonais sont dans une situation particulière parce qu'ils sont isolés. C'est un monde totalement différent. Impossible, mais souhaitable, d'après vous, cette politique de l'inflation? C'est une politique tout à fait
Alors comment on s'y possible. Alors j'ai compris, mais attendez, c'est pas vous à qui on pose la question, c'est à moi. Non. Vous avez donné votre version. On parle dru, on parle cru. Monsieur Attali m'a donné raison sur la première partie, il a dit c'est jouable. J'ai dit c'est jouable seulement à l'échelle européenne, pas à l'échelle nationale. Nous sommes d'accord. Et je pourrais décliner sur chacun des points de votre politique qui ne sont pas jouables à l'échelle nationale. Monsieur Attali, je vous donne acte d'un point. Moi, je pense qu'il y a toujours de la réserve et qu'en particulier, écoutez bien ça, l'État-nation est un outil pour parvenir aux objectifs européens. Vous ne le croyez pas. Sur ce premier point, vous me dites, ce que vous dites, monsieur Mélenchon, est jouable à échelle européenne. Bien. Comment fait-on à échelle européenne pour y parvenir? J'ai évoqué tout à l'heure un cas extrême, la menace absolue. Mais vous savez, monsieur Attali... C'est une menace suicidaire, donc elle n'est pas crédible. Et alors, monsieur Attali, vous devez dire la même chose de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire n'est pas crédible en tant qu'arme autre que suicidaire, évidemment. C'est une arme posthume. Mais elle fait réfléchir tous ceux qui voudraient nous agresser. C'est une arme suicidaire.